Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. Foutez-moi cette ordure menteuse hors de ma maison avant que je ne te fasse arrêter pour extorsion. Les mots d'Ethan Caldwell explosèrent dans son bureau comme des coups de feu. Chaque syllabe était calculée pour anéantir ce qu'il restait du cœur insensé de Sophia Hart. Elle se tenait, figée, sur le seuil de son sanctuaire au mur lambrissé d'acajou, portant encore la nuisette en soie qu'il avait arrachée de son corps avec passion quelques heures plus tôt. Dans ses doigts tremblants, elle serrait le test de grossesse positive comme une preuve accablante de ses rêves naïfs. Le même homme qui avait vénéré son corps dans l'obscurité, qui avait murmuré des promesses contre sa gorge, la regardait maintenant avec le genre de révulsion réservé à quelque chose qui aurait rampé hors d'un égout. Ses traits parfaits, la mâchoire nette qu'elle avait tracée du bout de ses doigts avec respect, les yeux bleus perçants qu'il avait contemplés avec une tendresse fabriquée, étaient maintenant tordus en un masque de mépris, si complet qu'il lui donnait la nausée. « Ethan, s'il te plaît, écoute-moi » commença-t-elle, la voix brisée. « Écoutez quoi? D'autres mensonges ?» Il se leva de derrière son imposant bureau en chêne, sa grande silhouette irradiant une menace tandis qu'il se dirigeait vers elle. « Tu crois vraiment que tu peux me piéger avec ce plan pathétique? As-tu la moindre idée de qui je suis? De ce que vaut ma famille ?» Les jambes de Sophia flageolèrent. Cela ne pouvait pas arriver. Pas après tout ce qu'ils avaient partagé, pas après 8 mois de moments volés, de contacts secrets et de conversations murmurées sur un avenir commun. Le bébé est de toi, Ethan. Tu le sais. Nous sommes ensemble depuis. Il la coupa avec une précision chirurgicale, les mots crus la tranchant comme une lame. Tout ça, c'était un homme riche qui s'amusait avec sa domestique. Pensais-tu sérieusement que ça signifiait quelque chose de plus? La cruauté dans sa voix était comme un couteau qu'on tournait dans sa poitrine, mais ce n'était pas totalement inattendu. Au cours des dernières semaines, elle avait remarqué qu'Ethan devenait distant, plus froid, surtout lorsque son père critiquait ses décisions commerciales ou que ses amis faisaient des commentaires sur le fait de maintenir le personnel à sa place. Elle avait déjà entrevu des lueurs de ce mépris, rapidement dissimulées derrière des baisers passionnés et des excuses murmurées. Maintenant, le masque était complètement tombé. Tu as dit que tu m'aimais. Le rire d'Ethan fut dur et moqueur. Je dis beaucoup de choses quand j'essaie de me glisser entre les jambes d'une femme. Tu n'es sûrement pas si naïve. Il tourna autour d'elle comme un prédateur, son costume coûteux impeccable tandis qu'elle se tenait là, en soie froissée, vulnérable et exposée. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche, ma belle. Tu es une femme de ménage, une moins que rien. Je suis Ethan Caldwell, héritier d'un empire d'1 milliard de dollars. Nous n'avons pas de bébé ensemble. Nous n'avons pas de relation. Nous n'avons rien. Mais ce bébé n'est pas de moi. Sa voix était définitive, absolue. Et même s'il l'était, ce qui n'est pas le cas, tu crois que quelqu'un te croirait? Une domestique désespérée qui essaie de tomber enceinte de son employeur pour toucher le pactole. Voilà à quoi ça ressemble pour le reste du monde. Le cœur de Sophia se brisa complètement. Le test dans sa main semblait lourd comme du plomb. Elle avait imaginé cette conversation si différemment. Dans ses rêves insensés, il aurait été choqué, mais heureux. Il l'aurait serrée dans ses bras, aurait promis de prendre soin d'elle et de leur enfant. Elle avait réellement cru que ce qu'ils partageaient dans son lit était réel. J'ai de l'argent, continua Ethan en sortant son téléphone. Je peux faire disparaître ce problème. Il y a une clinique en ville qui gère ces situations discrètement. 5 000 $ devraient couvrir les frais, plus un petit extra pour ta peine. Tu veux que j'avorte de notre bébé? Les mots sortirent comme un murmure. Je veux que tu gères ton erreur. Il appelait déjà la sécurité. Oui, j'ai besoin que quelqu'un raccompagne le personnel à la sortie, maintenant. Ethan, s'il te plaît. Sophia tendit la main vers lui, mais il recula comme si son contact pouvait le contaminer. Ne me touche pas. Sa voix était de pure glace. Et ne prononce plus jamais mon nom. À partir de cet instant, tu ne travailles plus ici. Tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais connu. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. La sécurité, venant pour la jeter dehors comme un déchet. Sophia regarda autour d'elle le bureau où ils avaient partagé tant de conversations intimes, où il lui avait parlé de ses rêves et de ses peurs, où elle avait cru trouver l'amour. Les fauteuils en cuir, le mur de livres,
les immenses fenêtres donnant sur le domaine. Tout cela n'avait été qu'un magnifique mensonge. Je veux que tu te souviennes de ce moment, dit-elle calmement, sa voix stable malgré son cœur brisé. Je veux que tu te souviennes de la façon dont tu m'as regardé, dont tu m'as parlé, dont tu as jeté la femme qui t'aimait plus que sa propre vie. Sa main se posa protectriquement sur son ventre. Parce qu'un jour, Ethan Caldwell, tu le regretteras. Un jour, tu réaliseras ce que tu as perdu. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu 8 mois avec une ordure sans valeur. Il se détourna avec dédain. Sortez-la d'ici. 2 gardes de sécurité entrèrent, leur visage mal à l'aise mais professionnel. Il connaissait Sophia depuis des mois, avait discuté avec elle dans la cuisine, mais maintenant il la regardait comme si elle était invisible. « Madame, vous devez nous suivre », dit l'un d'eux doucement. Alors qu'il la raccompagnait, Sophia jeta un dernier regard à Ethan. Il était déjà retourné à son bureau, agissant comme si elle n'avait jamais existé. Mais elle vit quelque chose vaciller dans ses yeux. Était-ce du regret? Du doute? Cela disparut si vite qu'elle aurait pu l'imaginer. Les portes du manoir se refermèrent derrière elle avec un claquement final et retentissant. Sophia se tenait sur les marches où elle était arrivée pour la première fois 9 mois plus tôt, pleine d'espoir et de détermination. Maintenant, elle n'avait rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et un bébé qui grandissait en elle. Mais alors qu'elle s'éloignait de la seule maison qu'elle ait connue, quelque chose de sombre et de puissant fleurit dans sa poitrine à côté de la douleur. Ethan Caldwell avait commis la plus grande erreur de sa vie aujourd'hui. Il avait jeté quelque chose de précieux et d'irremplaçable, et un jour, d'une manière ou d'une autre, elle s'assurerait qu'il comprenne exactement ce que cela lui avait coûté. La fille brisée qui descendait l'allée ne serait pas la même femme qui reviendrait. Et quand elle reviendrait, Ethan Caldwell découvrirait que certaines trahisons ont un prix qu'il ne pourrait jamais se permettre de payer. Chapitre 2, brisée et désespérée, la pluie martelait le pare-brise fissuré de la Honda Civic de 15 ans de Sophia alors qu'elle était assise sur le parking d'un Walmart, comptant pour la 4e fois de l'heure les billets froissés dans son portefeuille. 43,16 $. C'était tout ce qui se dressait entre elle et la misère la plus totale, entre son enfant à naître et les rues qui en avaient déjà englouti tant d'autres comme elle. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Ethan Caldwell avait détruit son monde, et chaque jour avait été une spirale vers un enfer plus profond. La grossesse se voyait maintenant, un ventre arrondi qui rendait la recherche de travail impossible. Même les fast-foods, après un regard sur son état, trouvaient des excuses pour la renvoyer. Les quelques services de nettoyage qui avaient semblé intéressés au début n'avaient soudainement plus de postes vacants une fois qu'ils remarquaient sa taille qui s'élargissait. C'était comme si sa grossesse la rendait radioactive, intouchable, un risque que personne ne voulait prendre. Son estomac se tordait sous l'effet d'une faim cruelle alors qu'elle regardait le McDonald's de l'autre côté de la rue, les arches dorées se moquant d'elle avec des promesses de chaleur et de nourriture qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Elle n'avait mangé que des crackers rassis et de l'eau du robinet depuis 3 jours, rationnant le peu de nourriture qui lui restait avec la précision de quelqu'un qui comprenait que chaque miette pourrait être la dernière. Les crackers provenaient d'une poubelle de station-service, des paquets jetés la veille par l'employé, mais encore comestibles si elle ignorait la honte. Mais le bébé avait besoin d'une bonne nutrition. Le bébé avait besoin de tout ce qu'elle ne pouvait pas lui fournir. Le chauffage de la voiture était tombé en panne des semaines auparavant, et le froid de décembre s'infiltrait par chaque interstice de l'intérieur usé, comme des doigts glacés déterminés à drainer le peu de chaleur qui restait dans son corps. Sophia serra son mince manteau autour de ses épaules, une veste élimée achetée chez Goodwill avec ses dernières économies, et essaya de ne pas penser au plancher chauffant du manoir Caldwell, à la cheminée à gaz de son ancienne chambre, au repas chaud servi sur des assiettes en porcelaine dans la salle à manger du personnel. Son téléphone vibra dans un dernier râle électronique. Un autre SMS de refus d'un service de nettoyage. Le poste a été pourvu. Merci de votre intérêt. Le 15e refus de la semaine. Chaque employeur demandait des références, et Ethan s'était assuré qu'elle n'en obtiendrait jamais une décente. Son venin s'était répandu comme une traînée de poudre dans les cercles sociaux de l'élite de la ville, des avertissements chuchotés lors des déjeuners au country club et des événements caritatifs. Cette fille qui travaillait pour les Caldwell? Ne l'engagez pas. Elle est instable, une menteuse, a essayé de piéger le pauvre Ethan avec une fausse histoire de grossesse. Les mensonges brûlaient plus que la faim. Pas fausse, jamais fausse. Elle avait encore les dossiers médicaux de la clinique, les analyses de sang qui prouvaient sans l'ombre d'un doute ce qu'Ethan refusait de reconnaître. Mais sa parole avait du poids dans leur monde fermé. Et la sienne n'en avait aucun.
Excusez-moi, mademoiselle. Sofia leva les yeux et vit un agent de sécurité taper à sa fenêtre, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. Son cœur s'emballa. Elle se garait ici chaque nuit depuis une semaine, se déplaçant entre ce parking et deux autres, essayant de rester au chaud et en sécurité. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un abri, et même cette petite miséricorde lui était retirée. Elle baissa la vitre, grimaçant alors que l'air froid s'engouffrait comme un assaut arctique. « Oui, monsieur ? Madame, vous ne pouvez pas dormir ici. C'est le règlement du magasin. Vous devez partir. » Sa voix était sévère mais pas méchante, le ton de quelqu'un qui avait eu cette conversation de nombreuses fois avec de nombreuses personnes désespérées. « Je comprends. J'étais juste. » Sa voix se cassa, trahissant son désespoir. Où pouvait-elle aller? Les refuges pour sans-abri avaient des listes d'attente qui s'étendaient sur des mois, et la plupart n'acceptaient de toute façon pas les femmes enceintes. Les quelques-uns qui le faisaient se trouvaient dans des quartiers où une jeune femme seule ne survivrait pas à la nuit. Pourrais-je juste rester jusqu'au matin? Je ne causerai aucun problème, je vous le promets. L'expression du garde s'adoucit légèrement lorsqu'il remarqua son état, ses yeux observant les signes évidents de sa grossesse et le regard creux de quelqu'un qui n'avait pas mangé correctement depuis des semaines. Il avait probablement une fille de son âge, peut-être des petits-enfants en route. « Écoutez, madame, je suis désolé, mais je pourrais perdre mon emploi. Il y a un refuge pour femmes à une quinzaine de kilomètres au sud, sur la route 9. Il pourrait avoir de la place. » Sofia hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle était déjà allée à ce refuge 2 fois, une fois la semaine dernière et une fois la semaine d'avant. Ils étaient complets, avec une liste d'attente qui, selon l'assistante sociale surmenée, prendrait 6 mois à se résorber. Mais elle ne pouvait pas lui dire ça, ne pouvait pas admettre qu'elle n'avait absolument nulle part où aller, qu'elle était complètement et totalement seule dans un monde qui semblait déterminé à l'écraser. Alors qu'elle s'éloignait, sa jauge d'essence oscillant juste au-dessus du vide comme un compte à rebours avant la catastrophe, Sofia sentit le bébé bouger en elle, la première fois qu'elle sentait un mouvement distinct. Cela aurait dû être magique, un moment d'émerveillement dans l'obscurité. Au lieu de cela la remplit d'une culpabilité écrasante. Quel genre de vie pouvait-elle offrir à cet enfant? Quel genre de mère était-elle, si elle ne pouvait même pas se nourrir, ne pouvait pas fournir un abri de base, ne pouvait rien offrir d'autre que la pauvreté et le désespoir? La pensée qui la hantait depuis des semaines revint avec une force renouvelée, l'offre d'Ethan de $5000 pour gérer la situation, la clinique qu'il avait mentionnée si nonchalamment, comme si interrompre une grossesse n'était pas plus important que de prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Ce serait si facile. Mettre fin à la grossesse. Prendre l'argent. Disparaître dans une autre ville où le nom de Caldwell ne signifiait rien, et où elle pourrait recommencer à zéro sans le fardeau d'un enfant qu'elle ne pouvait pas élever. Mais chaque fois qu'elle y songeait sérieusement, la rage éclatait dans sa poitrine comme une chose vivante. Ce bébé était la seule preuve que ce qu'ils avaient partagé était réel, même s'ils voulaient le nier. Cet enfant était la seule chose qu'Ethan ne pouvait pas lui enlever, ne pouvait pas rejeter ou détruire avec sa cruauté désinvolte. Avorter serait le laisser gagner complètement, effacer la dernière preuve de l'amour auquel elle avait cru si désespérément. Son téléphone sonna, le son strident la faisant sursauter et presque dévier sur la voie voisine. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de sa sœur Lila, la sœur qui vivait à 3 états de là avec sa propre famille et ses propres problèmes, qui envoyait des colis de temps en temps et appelait toutes les quelques semaines pour prendre des nouvelles. Sofia évitait ces appels depuis des semaines, trop honteuse pour admettre à quel point elle était tombée bas, trop fière pour mendier une aide qu'elle savait que Lila ne pouvait pas se permettre de lui donner. « Salut, Lila » répondit-elle, s'efforçant de garder sa voix légère et normale. « Ma chérie, où étais-tu passée? Je t'appelle depuis des jours. » La voix chaleureuse de Lila était comme une bouée de sauvetage lancée à une femme en train de se noyer. « Comment va ce super boulot? Tu vis toujours dans ce manoir avec tous ces gens riches? » La gorge de Sofia se noua complètement. Elle ne pouvait pas dire la vérité à sa sœur, ne pouvait pas admettre qu'elle avait été assez stupide pour tomber amoureuse de son employeur, assez naïve pour croire qu'un homme riche pouvait aimer une fille pauvre, assez faible pour se laisser utiliser et jeter comme un déchet. Lila l'avait prévenue de ne pas trop s'approcher des gens pour qui elle travaillait, de se souvenir de sa place et de garder ses distances professionnelles. Elle avait eu raison, et Sofia avait eu spectaculairement tort. Les choses sont compliquées en ce moment. L'euphémisme du siècle, prononcé d'une voix qui tremblait malgré tous ses efforts. Compliqué comment? Sofia,
tu as une drôle de voix. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? L'inquiétude dans la voix de Lila fit monter les larmes aux yeux de Sofia. Sa sœur la connaissait trop bien, pouvait entendre la détresse malgré ses tentatives de la cacher. Je suis juste fatigué. Le mensonge avait un goût amer, mais c'était plus facile que d'expliquer toute cette sordide histoire. De longues heures, tu sais ce que c'est. Et cette fatigue n'aurait rien à voir avec un riche gosse de blanc, n'est-ce pas? Je connais ce ton. Sœurette, je l'ai déjà entendu quand tu laisses ton cœur s'impliquer là où il ne devrait pas. Les yeux de Sofia se remplirent de larmes. Lila la connaissait trop bien, pouvait la lire comme un livre ouvert même à travers plusieurs états et une connexion téléphonique. Mais elle ne pouvait pas accabler sa sœur avec ce pétrin. Lila avait 3 enfants et un mari qui joignait à peine les 2 bouts en faisant des doubles journées à l'usine. La dernière chose dont elle avait besoin était que les problèmes de Sofia s'abattent sur sa vie déjà compliquée. Je vais bien, Lila, vraiment. J'ai juste besoin de dormir un peu. Tu as intérêt à me dire la vérité, Sofia Marie-Hart, parce que si un homme te cause des ennuis, tu sais que je vais débarquer et lui régler son compte moi-même. Et tu sais que je ne plaisante pas. Malgré tout, Sofia sourit. Elle pouvait imaginer sa sœur, du haut de son 1,57 m, tenant tête à Ethan Caldwell dans son costume coûteux, prête à se battre pour sa famille comme elle l'avait toujours fait. Je sais que tu le ferais. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma puce, mais je m'inquiète pour toi. Tu n'as pas l'air bien. Tu es sûr que tu n'as pas besoin que je vienne? J'en suis sûr. Je t'appellerai demain, d'accord? Tu as intérêt. Et Sofia, quoi qu'il se passe, quel que soit le pétrin dans lequel tu te trouves, ce n'est pas permanent. Tu m'entends? Tu es plus forte que tu ne le penses, et tu vas t'en sortir. Après avoir raccroché, Sofia resta sur le parking d'une station-service fermée et se laissa enfin pleurer, de grands sanglots saccadés qui secouaient tout son corps et semblaient venir de si profond en elle qu'elle se demanda s'il s'arrêterait un jour. Elle pleura pour la fille naïve qui avait cru aux contes de fées et aux fins heureuses. Elle pleura pour le bébé qui méritait bien plus qu'une mère brisée n'ayant rien à offrir. Elle pleura pour l'avenir dont elle avait rêvé et qui n'existerait jamais. Et sous tout cela, elle pleura de rage pure et brûlante contre Ethan Caldwell pour l'avoir réduite à cela, une femme enceinte et sans abri, sanglotant seule dans une voiture qui ne démarrerait peut-être pas demain. Mais alors que les larmes ralentissaient et que sa respiration se calmait, quelque chose d'autre se cristallisa dans sa poitrine, une détermination froide et dure qui semblait plus forte que le désespoir, plus puissante que le chagrin. Ethan pensait l'avoir détruite. Il pensait qu'elle n'était rien, personne, une ordure sans valeur à jeter quand elle devenait gênante. Il avait tort. Elle posa les 2 mains sur son ventre, sentant le léger gonflement où leur enfant grandissait, où une nouvelle vie persistait malgré toutes les tentatives de briser son esprit. Je te le promets, murmura-t-elle dans l'obscurité, sa voix ferme et assurée, ton père va payer pour ce qu'il nous a fait. Il va apprendre que jeter Sofia Hart a été la plus grande erreur de sa vie de privilégié. Il pense que je suis sans valeur. Il pense que je ne suis rien. Je lui montrerai exactement ce que rien peut devenir quand il n'a plus rien à perdre. Le bébé bougea de nouveau, plus fort cette fois, comme pour répondre à ses paroles. Sofia le prit comme un accord, comme un signe qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Elle démarra la voiture, ignorant la façon dont le moteur toussait et protestait, et roula vers les lumières de la ville. Quelque part là-bas se trouvait son avenir, incertain, terrifiant, mais à elle de le revendiquer. Ethan Caldwell n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais un jour, d'une manière ou d'une autre, il apprendrait que certaines femmes ne se brisent pas sous la pression. Elles se transforment en quelque chose de bien plus dangereux que leur destructeur ne l'avait jamais imaginé. La fille brisée qui pleurait sur le parking de Walmart était sur le point de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'Ethan Caldwell regretterait d'avoir sous-estimé pour le reste de sa misérable vie. Chapitre 3, Le Sauveur. Le monde bascula alors que Sofia trébuchait sur le trottoir verglacé devant le Grand Méridien Hotel, sa vision se brouillant tandis que des points noirs dansaient à la périphérie de son champ de vision comme des vautours tournoyant autour d'une proie. Son corps avait finalement cédé à des semaines de malnutrition et d'épuisement, l'air froid de décembre traversant son manteau élimé comme des couteaux. Elle marchait depuis des heures, essayant de se réchauffer, essayant de trouver un endroit, n'importe lequel, qui pourrait lui offrir un abri pour une seule nuit. L'ironie ne lui échappa pas qu'elle s'effondrait devant l'un des hôtels les plus exclusifs de la ville, un endroit où une seule nuit coûtait plus que ce qu'elle avait gagné en un mois au manoir Caldwell. À travers les baies vitrées, elle pouvait voir la lueur chaude des lustres en cristal,
des clients fortunés en vêtements de marque sirotant du champagne et discutant de leurs problèmes confortables pendant qu'elle mourait de froid sur leur seuil. « S'il vous plaît », murmura-t-elle à personne, sa main protégeant instinctivement son ventre alors qu'elle sentait qu'elle allait tomber, pas le bébé. Des bras puissants la rattrapèrent avant qu'elle ne heurte le béton, la tirant contre une poitrine solide qui sentait le parfum cher et le vent d'hiver. À travers son brouillard, elle entendit une voix profonde, autoritaire et sincèrement inquiète. « Bon sang, elle est en hypothermie. Appelez une ambulance, maintenant. » « Non », réussit à halter Sophia, se débattant faiblement dans les bras de l'étranger. Le mot sortit à peine comme un murmure, mais le désespoir derrière était indubitable. Pas d'hôpital. Pas les moyens. Pas les moyens de quoi? De vivre? La voix était tranchante de colère, mais pas contre elle, contre les circonstances. Contre un monde qui laisserait une femme enceinte s'effondrer de faim dans une rue de la ville. Regardez-moi. Concentrez-vous sur ma voix. Sophia força ses yeux à s'ouvrir et se retrouva à fixer les yeux gris les plus intenses qu'elle ait jamais vus. L'homme qui la tenait avait peut-être 35 ans, des cheveux sombres parsemés d'argent aux tempes et des traits qui auraient leur place en couverture de magazine. Tout en lui criait la richesse et le pouvoir, de son manteau noir parfaitement taillé qui coûtait probablement plus cher que sa voiture à la façon dont les gens se précipitaient pour obéir à ses ordres sans poser de questions. Mais c'étaient ses yeux qui retinrent son attention, des profondeurs grises qui semblaient tout voir, tout comprendre. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant, bien qu'elle puisse sentir l'acier sous le velours. « Sophia » murmura-t-elle, puis elle essaya de se dégager malgré sa faiblesse. « Je suis désolé, je ne voulais pas. » « Vous n'avez pas à l'être. Quand avez-vous mangé un vrai repas pour la dernière fois, pas des restes ?» La question directe la prit au dépourvu. La plupart des gens demanderaient si elle allait bien, ou ce qui s'était passé. Offrant des platitudes et une préoccupation vide, cet homme allait droit au cœur du problème avec une précision chirurgicale. Mardi, je crois. Aujourd'hui, c'était vendredi. Le calcul était dévastateur, même pour elle. Sa mâchoire se crispa, un muscle tressaillant sous le tissu coûteux de son col. Bon sang. Julien. Oubliez l'ambulance. Amenez la voiture. Nous l'emmenons dans un endroit sûr. Monsieur, peut-être devrions-nous appeler les autorités, commença une autre voix, probablement la sécurité de l'hôtel essayant d'éloigner la femme sans abri de leur entrée immaculée. Les autorités? La voix de l'homme devint glaciale, le genre de ton qui pouvait figer le sang dans les veines. Une femme enceinte s'effondre de faim dans les rues de notre ville, et vous voulez appeler les autorités? Quelles autorités? Celles qui ont créé cette situation en la laissant tomber en premier lieu. Amenez la voiture. Sophia se retrouva soulevée sans effort et portée vers une élégante Bentley noire qui était apparue comme par magie. L'homme qui la tenait se déplaçait avec la grâce fluide de quelqu'un habitué à commander, à voir ses ordres suivis sans discussion. Les sièges en cuir étaient chauds et doux, un contraste frappant avec le tissu déchiré de sa Honda. L'intérieur sentait le cuir de luxe, le bois précieux ciré, et cette légère odeur d'argent qui semblait imprégner tout ce que les riches touchaient. Au plaza, dit l'homme à son chauffeur, s'installant à côté d'elle avec une précision prudente, et prévenez-les. Je veux leur meilleure suite préparée et un médecin privé sur place. Équipe médicale complète, tout ce dont elle a besoin. Je ne peux pas, réussit enfin à dire Sophia, sa voix plus forte maintenant qu'elle était au chaud. Je ne peux pas payer pour tout ça. Il la regarda avec ses yeux gris perçants, et elle se sentit exposée, comme s'il pouvait voir chaque secret qu'elle portait, chaque honte qu'elle avait endurée. Vous ai-je demandé de payer? Mais je ne sais même pas qui vous êtes. Gabrielle Stone. Il le dit simplement, comme si ce nom devait signifier quelque chose pour elle. Et soudain, ce fut le cas. Gabrielle Stone, le magnate de la technologie dont l'entreprise, Stone Enterprises, faisait la une des journaux depuis des mois. Ethan avait ragé à son sujet d'innombrables fois au dîner, le traitant de salaud impitoyable qui avait volé plusieurs contrats à Caldwell Enterprises. Selon Ethan, Gabrielle Stone était tout ce qui n'allait pas avec les nouveaux riches, agressifs, imprévisibles et totalement irrespectueux des vieilles traditions familiales. Il avait bâti son empire à partir de rien, se frayant un chemin depuis la pauvreté pour devenir l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle, méfiante malgré sa situation désespérée. D'après son expérience, les hommes puissants n'aidaient pas les femmes comme elles sans attendre quelque chose en retour. « Parce que vous avez besoin d'aide », sa réponse fut factuelle,
livré sans prétention ni manipulation, et parce que j'ai été là où vous êtes. J'en doute. Sophia regarda autour d'elle l'intérieur luxueux de la voiture, observant des détails qui représentaient plus de richesse qu'elle n'en avait jamais imaginé. Je ne pense pas que vous ayez déjà été sans abri. Quelque chose de sombre traversa ses traits, une ombre d'une vieille douleur qui transforma son visage de simplement beau à véritablement humain. Vous seriez surprise. Il y a 20 ans, je dormais sous les ponts, je volais de la nourriture pour survivre. Je sais ce que c'est que d'être invisible, que le monde vous regarde sans vous voir, comme si vous n'existiez pas. La seule différence entre vous et moi, c'est l'opportunité et le temps. Il y avait de la vérité dans sa voix, le genre d'authenticité qui ne pouvait être feinte. Cet homme connaissait la faim, le désespoir, savait ce que c'était d'être rejeté par un monde qui mesurait la valeur en signes dollars. Cette révélation la fit se sentir moins seule, moins comme la seule personne à être tombée si bas. La voiture s'arrêta devant l'hôtel Plaza, où un personnel en uniforme attendait sur le trottoir comme une garde d'honneur. Sophia était passée devant cet endroit des dizaines de fois, mais n'avait jamais imaginé y entrer. Le hall était tout en marbre et en or, d'une élégance intimidante. Elle était cruellement consciente de ses vêtements de seconde main et de ses cheveux non lavés, de l'image qu'elle devait renvoyer à ces gens qui vivaient dans un monde de luxe infini. M. Stone, votre suite est prête, dit le directeur avec une curiosité à peine dissimulée à propos de Sophia. Le médecin attend déjà à l'étage. Dans l'ascenseur, Sophia aperçut son reflet dans les miroirs polis et se sentit mal. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme désespérée et brisée qui avait tout perdu. Ses cheveux pendaient, ternes et sales. Ses vêtements étaient froissés et tachés. Son visage était émacié par la faim et le stress. Que devait penser d'elle cet homme puissant? Arrêtez, dit doucement Gabriel. Arrêtez quoi? Quoi que vous soyez en train de penser sur votre apparence ou sur ce que je pense de vous. Je vois de la force, pas de la faiblesse. La survie, pas l'échec. Ses yeux gris rencontrèrent les siens dans le miroir. Je vois quelqu'un qui a été mis à terre mais qui n'a pas abandonné. C'est plus rare que vous ne le pensez. La suite était plus grande que certains appartements dans lesquels elle avait vécu, avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur Central Park, et le mobilier coûtait probablement plus que ce qu'elle avait gagné en un an au manoir Caldwell. Un homme plus âgé et distingué en blouse blanche attendait avec une mallette médicale, son expression professionnelle mais bienveillante. Voici le docteur Bennett, expliqua Gabriel. Il va s'assurer que vous et le bébé allez bien. L'examen fut approfondi mais doux. L'expression du docteur Bennett devint de plus en plus préoccupée alors qu'il vérifiait sa tension artérielle, écoutait le rythme cardiaque du bébé avec un équipement qui semblait sorti d'un programme spatial, et passait en revue les questions de santé de base qui révélèrent l'étendue de sa malnutrition. Malnutrition et déshydratation sévère, dit-il tranquillement à Gabriel, bien que Sophia puisse entendre chaque mot. Quelques jours de plus, et nous aurions pu perdre la mère et l'enfant. Elle a besoin d'une perfusion immédiate et d'une gestion nutritionnelle attentive. Nous parlons de semaines de rétablissement, pas de jours. Tout ce dont elle a besoin. La voix de Gabriel était finale, n'admettant aucune discussion. Le coût n'est pas un problème. Alors que le médecin installait une perfusion avec l'efficacité de quelqu'un habitué aux soins médicaux privés, Sophia regarda Gabriel faire les 100 pas dans la pièce, son téléphone collé à l'oreille alors qu'il prenait des dispositions à la vitesse de l'éclair. Elle capta des fragments, nutritionniste, vêtements de maternité, logement temporaire, lieu sécurisé. Il réorganisait toute sa journée autour d'une étrangère qu'il avait trouvée dans la rue, dépensant plus d'argent pour ses soins qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Pourquoi? Demanda-t-elle quand il raccrocha enfin. Gabriel s'assit sur la chaise à côté de son lit, son costume coûteux détonnant avec l'équipement médical qui les entourait. Pourquoi quoi? Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui, une toxicomane, une criminelle, quelqu'un qui essaie de vous arnaquer. Elle avait entendu assez d'histoires sur des escrocs ciblant des hommes riches pour savoir à quoi cela pouvait ressembler. L'êtes-vous? Non, mais... Alors pourquoi est-ce important ce que vous pourriez être? Je sais ce que vous êtes en ce moment, une femme qui a besoin d'aide. Il se pencha en avant, ses yeux gris intenses avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Tout le monde mérite une chance de se reconstruire, Sophia. La question est de savoir ce que vous allez faire de celle que je vous offre. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose d'autre que le désespoir s'agiter dans sa poitrine. Cet homme,
le plus grand rival d'Ethan bien qu'elle ne le lui ait pas encore dit lui offrait exactement ce qu'Ethan avait refusé de lui donner, le respect, la dignité, une chance de prouver sa valeur. Je ne veux pas de charité, dit-elle fermement, sa voix se renforçant à mesure que les fluides de la perfusion agissaient dans son système. Si vous comptez m'aider, je veux le mériter. Je suis intelligente, j'ai fait des études, et je suis prête à travailler plus dur que n'importe qui que vous ayez jamais engagé. Un lent sourire se dessina sur le visage de Gabriel, transformant ses traits sévères en quelque chose de presque enfantin. Voilà ce que je voulais entendre. Parlez-moi de vous, Sophia. Quelles compétences avez-vous que je puisse utiliser? Alors qu'elle commençait à parler de son diplôme en commerce, de ses capacités d'organisation, de son expérience dans la gestion de maisons complexes, de sa maîtrise de plusieurs langues, Sophia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois, l'espoir. Pas l'espoir naïf qu'elle avait eu avec Ethan, mais quelque chose de plus fort et de plus pratique. Cet homme l'écoutait vraiment, traitant ses paroles comme précieuses au lieu de la rejeter comme insignifiante. Elle en avait fini d'être une victime. Gabriel Stone lui avait donné une bouée de sauvetage, et elle allait l'utiliser pour se transformer en quelqu'un qu'Ethan Caldwell ne reconnaîtrait jamais, quelqu'un qui pourrait le détruire complètement. Alors que les fluides continuaient de s'écouler dans son système, restaurant sa force et éclaircissant son esprit, Sophia commença à planifier. Elle avait des connaissances, des informations confidentielles sur les faiblesses de la famille Caldwell, leurs pratiques commerciales, leurs scandales personnels. Elle avait la motivation, un désir brûlant de vengeance qui l'alimenterait quoi qu'il arrive. Et maintenant, elle avait une opportunité, l'accès au plus grand ennemi d'Ethan et les ressources pour faire de cette vengeance une réalité. Ethan Caldwell pensait l'avoir détruite en la jetant dehors. Il n'avait aucune idée qu'il venait de créer l'instrument de sa propre chute. Chapitre 4, Renaissance 8 semaines plus tard, Sophia reconnut à peine la femme qui la regardait depuis le miroir mural de sa suite aux Stone Towers. Disparue, la fille brisée et désespérée qui s'était effondrée devant l'hôtel. À sa place se tenait une personne entièrement nouvelle, confiante, élégante, dégageant cette sorte d'autorité tranquille qui imposait le silence quand elle entrait dans une pièce. La transformation n'avait pas été simplement cosmétique, bien que les changements externes fussent spectaculaires. La robe anthracite sur mesure épousait parfaitement ses courbes grandissantes, conçue de main de maître pour s'adapter à sa grossesse tout en conservant une allure de sophistication professionnelle qui commandait le respect. Ses cheveux, désormais coiffés chaque semaine dans le salon le plus exclusif de la ville, tombaient en vagues brillantes sur ses épaules. Sa peau rayonnait de santé, sa posture était droite et assurée, et ses yeux, autrefois ternis par le désespoir, brillaient maintenant d'une intelligence vive et d'une ambition soigneusement contrôlée. Mais le vrai changement était plus profond que les apparences. Elle se déplaçait différemment maintenant, parlait avec autorité, se comportait comme quelqu'un d'habitué à ce que ses opinions soient valorisées et ses décisions respectées. La gouvernante hésitante, qui s'excusait autrefois d'exister, avait été remplacée par une femme qui attendait la déférence et l'obtenait généralement. Les briefings du matin sont prêts, mademoiselle Hart, fit une voix depuis l'interphone qui reliait son bureau privé à l'étage de la direction. Merci, Clara. J'arrive tout de suite. La voix de Sophia était différente aussi, plus stable, plus autoritaire, avec le genre de ton qui captait l'attention des gens. Elle avait découvert que lorsque les gens attendaient de vous de l'autorité, vous finissiez naturellement par l'incarner. La confiance était une compétence qui pouvait s'apprendre, comme n'importe quelle autre. En tant qu'assistante de direction de Gabriel, elle s'était plongée dans l'apprentissage de chaque aspect de son empire commercial avec le dévouement d'une femme qui avait tout à prouver et plus rien à perdre. Stone Enterprises n'était pas seulement une entreprise de technologie. C'était un conglomérat de plusieurs milliards de dollars avec des intérêts dans tout, des énergies renouvelables à l'immobilier de luxe, des produits pharmaceutiques de pointe aux investissements sur les marchés émergents. Et Gabriel lui avait donné accès à tout cela, la testant, la défiant, la regardant faire ses preuves jour après jour avec l'intensité de quelqu'un qui évalue un partenaire potentiel plutôt qu'un simple employé. Le bureau Penthouse où elle travaillait était un temple du pouvoir moderne tout en verre et en acier, avec une vue sur la ville entière qui s'étendait à ses pieds comme un royaume. De son bureau, elle pouvait voir le siège social de la famille Caldwell au loin, un rappel de tout ce qu'elle avait perdu et de tout ce qu'elle prévoyait de récupérer. Le bâtiment semblait plus petit d'ici, moins imposant, comme si la distance l'avait révélé pour ce qu'il était vraiment, juste un autre monument vieillissant à la richesse héritée dans un monde qui dépassait rapidement de tels concepts dépassés. Bonjour. La voix de Gabriel la fit se retourner. Il entra dans le bureau avec sa présence imposante habituelle,
impeccablement vêtue d'un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Mais c'étaient ses yeux qui captaient toujours son attention, ces profondes nuances grises qui semblaient tout voir, tout comprendre, tout valoriser en elle, ce qu'Ethan avait rejeté comme sans valeur. « Bonjour », répondit-elle en lui tendant la tablette avec son emploi du temps de la journée. Leurs doigts s'effleurèrent lors de l'échange, un contact qui était devenu de plus en plus fréquent et de plus en plus chargé de possibilités inexprimées. L'appel en conférence de Séoul s'est extraordinairement bien passé. Ils sont prêts à avancer avec la fusion plus tôt que prévu, et les marchés de Tokyo réagissent positivement à l'annonce d'hier. Nous prévoyons une hausse de 15% des investissements asiatiques. Impressionnant. Et la situation Caldwell? Le pouls de Sophia s'accéléra avec le frisson familier de la guerre stratégique. Depuis un mois, ils orchestraient soigneusement une campagne pour saper le dernier projet d'Ethan, une technologie de batterie révolutionnaire que Caldwell Enterprises développait depuis des années. Leur ingénieur en chef vient d'accepter notre offre. Le docteur Emily Walsh rejoindra Stone Enterprises la semaine prochaine, emmenant avec elle toute son équipe de recherche. Le sourire de Gabriel était vif et satisfait. L'expression d'un prédateur qui a réussi à acculer sa proie. Ethan doit perdre la tête. Apparemment, il a jeté un ordinateur portable à travers son bureau quand il l'a appris. Puis il a passé une heure à hurler sur son père à propos d'espionnage industriel. Sophia essaya de garder sa voix neutre, professionnelle, mais ne put cacher entièrement sa satisfaction. Chaque petite victoire contre Ethan ressemblait à une justice, comme si l'univers corrigeait enfin un terrible déséquilibre. Vous appréciez cela, observa Gabriel, se rapprochant jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son parfum, sentir la chaleur qui émanait de son corps. J'apprécie de voir un homme arrogant faire enfin face aux conséquences de ses actes. C'est tout ce qu'Ethan représente pour vous? Un homme arrogant? La question flotta dans l'air entre eux, lourde de sous-entendus que Sophia n'était pas prête à examiner. Au fil des semaines, elle avait partagé des bribes de son histoire avec Gabriel, la grossesse, la trahison, le fait d'être sans abri, mais elle n'avait jamais prononcé le nom d'Ethan. Il n'avait jamais admis que son désir de vengeance était profondément personnel et dévorant. Il est un symbole, dit-elle prudemment, se tournant pour lui faire face pleinement. De tout ce qui ne va pas avec les privilèges hérités et la cruauté désinvolte, des hommes qui pensent pouvoir utiliser les femmes sans conséquence. Gabriel l'étudia un long moment, ses yeux gris scrutant son visage comme s'il essayait de lire des secrets écrits dans ses expressions. Vous savez, quand je vous ai trouvé, je pensais que vous fuyiez quelque chose. Maintenant, je réalise que vous courez vers quelque chose. La question est, vers quoi? Avant qu'elle ne puisse répondre, il passa devant elle pour se diriger vers les fenêtres, sa présence commandant toute la pièce même en silence. J'ai une proposition à vous faire. Quel genre de proposition? Dîner avec moi ce soir. Pas un dîner d'affaires. Un vrai dîner. Juste nous deux. Il se retourna vers elle, ses yeux gris intenses avec quelque chose qui lui coupa le souffle. Je veux savoir qui est vraiment Sophia Hart quand elle n'est pas ma parfaite assistante. Le souffle de Sophia se coupa. Au cours des 8 dernières semaines, leur relation avait été strictement professionnelle, bien qu'elle mentirait si elle disait qu'elle n'avait pas remarqué la façon dont il la regardait parfois, la façon dont les conversations s'interrompaient lorsque leurs mains se touchaient accidentellement lors d'échanges de documents. La façon dont il semblait trouver des excuses pour être près d'elle, pour lui demander son avis sur des sujets qui dépassaient de loin ses fonctions. Il y avait une électricité entre eux qui grandissait chaque jour, une tension qui n'avait rien à voir avec les affaires et tout à voir avec l'attraction indéniable de deux personnes puissantes se reconnaissant comme des égaux. Gabriel, je ne pense pas que ce soit. Pourquoi? Parce que vous travaillez pour moi. Il se tourna vers elle, ses yeux gris flamboyants de détermination. Ou parce que vous êtes enceinte de l'enfant d'un autre homme? La question directe la fit tressaillir. Il n'avait jamais discuté des détails de sa grossesse, n'avait jamais parlé du père qui l'avait abandonné. Les deux. La grossesse ne m'importe pas, Sophia. Je l'ai clairement indiqué depuis le début. Sa voix était stable, certaine. Et quant à la situation professionnelle, je suis un milliardaire propriétaire de cette entreprise. Je peux sortir avec qui je veux. Et je vous choisis, vous. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Il se rapprocha, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, sentir la chaleur qui émanait de son corps, voir les éclats d'argent dans ses yeux gris. À moins que vous ne soyez toujours amoureuse de lui? Quoi? Non.
Le déni sortit plus brusquement qu'elle ne l'avait prévu, plus véhément qu'il n'était probablement sage de le faire. Je le déteste. La haine et l'amour sont souvent les deux faces d'une même pièce. Son observation était calme, réfléchie, livrée sans jugement, mais avec le genre de perspicacité qui la faisait se sentir exposée. Pas dans ce cas. La voix de Sophia était ferme, finale. Ethan Caldwell a détruit tous les sentiments que j'ai jamais eus pour lui. Il m'a jeté comme un déchet, a renié son propre enfant et m'a laissé pour morte dans la rue. Ce que je ressentais pour lui est mort et enterré. Quelque chose vacilla dans l'expression de Gabriel, de la satisfaction, peut-être, ou du soulagement. Alors, dînez avec moi. Laissez-moi vous montrer comment un vrai homme traite une femme qu'il respecte. La comparaison avec Ethan était évidente et intentionnelle. Tout ce que Gabriel avait fait depuis qu'il l'avait trouvé était à l'opposé de la cruauté d'Ethan. Là où Ethan l'avait caché comme un secret honteux, Gabriel lui avait donné une position de premier plan dans son entreprise. Là où Ethan avait méprisé son intelligence, Gabriel mettait au défi et valorisait son esprit. Là où Ethan l'avait rejetée quand elle était devenue gênante, Gabriel lui avait littéralement sauvé la vie et lui avait ensuite donné les outils pour la reconstruire en mieux. Un dîner, dit-elle finalement. Un dîner, acquiesça-t-il, mais son sourire suggérait qu'il en planifiait déjà beaucoup d'autres. Ce soir-là, Sophia se retrouva à l'arrière de la Bentley de Gabriel, portant une magnifique robe noire qui mettait en valeur son ventre arrondi tout en lui donnant l'impression d'être une déesse. La transformation de femme sans abri en compagne de dîner d'un milliardaire aurait semblé impossible il y a à peine 2 mois. Mais elle était là, preuve vivante que parfois les chutes les plus dévastatrices peuvent devenir les fondations des ascensions les plus spectaculaires. Le restaurant qu'il avait choisi était si exclusif qu'ils avaient probablement une liste d'attente de plusieurs mois. Mais le maître d'hôtel avait salué Gabriel par son nom et les avait conduits à une table privée surplombant les lumières de la ville. La vue était spectaculaire, mais Sophia se surprit à être plus intéressée par l'étude de l'homme en face d'elle. Cet étranger puissant et dangereux qui était devenu son sauveur et qui pourrait bien devenir quelque chose de plus. « Vous êtes nerveuse » observa Gabriel alors qu'ils s'installaient à leur place. « Un peu » admit-elle. « Ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. »« Quoi ? Dîner ?» Elle rit, malgré elle. Un son qui semblait rouillé par le manque d'usage. « Eu un rendez-vous. » Le père de mon bébé n'était pas vraiment du genre à avoir des rendez-vous. De quel genre était-il? La question était posée nonchalamment, mais Sophia sentait l'intelligence vive qui se cachait derrière. Gabriel cherchait des informations, essayant de reconstituer l'histoire qu'elle ne lui avait racontée que par fragments. Elle pouvait le voir cataloguer chaque détail, construire un profil de l'homme qui l'avait blessé. Du genre à utiliser les gens, dit-elle simplement. Le genre d'homme qui prend ce qu'il veut et jette ce dont il n'a pas besoin. Sa perte est mon gain. La simple déclaration, livrée avec une telle certitude, fit bondir le cœur de Sophia. Quand un homme l'avait-il regardée pour la dernière fois comme si elle était un prix à gagner plutôt qu'un fardeau? Au fur et à mesure que la soirée avançait, elle se surprit à se détendre comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Gabriel était un causeur brillant, passant sans effort des affaires à l'art, à la littérature, avec le genre d'aisance cultivée qui vient d'une véritable curiosité pour le monde. Il écoutait quand elle parlait, posait des questions réfléchies et traitait ses opinions comme si elles comptaient point. C'était un brillant causeur, passant sans effort des affaires à l'art, puis à la littérature, avec cette aisance cultivée qui venait d'une véritable curiosité pour le monde. Il l'écoutait quand elle parlait, posait des questions pertinentes et traitait ses opinions comme si elles comptaient. Comme si elles comptaient. « Vous êtes différent de ce à quoi je m'attendais » dit-elle au dessert. « Différent ? Comment ? Ethan a toujours dit que vous étiez impitoyable, un requin qui détruisait tout sur son passage. » Le sourire de Gabriel était prédateur, dangereux, et d'une manière ou d'une autre, incroyablement séduisant. Ethan Caldwell n'a pas tort sur ce point. Je suis impitoyable quand il le faut. La différence, c'est que je protège ce qui est à moi. La note possessive dans sa voix envoya une onde de chaleur à travers son corps, comme une décharge électrique. Et qu'est-ce qui est à vous? Cela reste à voir. Ses yeux croisèrent les siens à travers la table, des profondeurs grises qui semblaient contenir à la fois des promesses et des menaces. Mais j'ai le sentiment que je suis sur le point de le découvrir. Alors qu'il retournait à Stone Towers, Sophia se surprit à étudier le profil de Gabriel dans la pénombre. Il était tout ce qu'Ethan n'était pas, un homme qui s'était fait lui-même plutôt qu'un héritier, authentique au lieu de prétentieux, protecteur au lieu de destructeur.
Là où Ethan avait été beau mais finalement vide, Gabriel était beau et substantiel, un homme qui avait bâti un empire grâce à son intelligence et sa détermination plutôt qu'au hasard de la naissance. Merci, dit-elle alors qu'ils atteignaient son étage. Pour le dîner, pour tout. Pour m'avoir sauvé la vie, pour m'avoir donné une chance, pour m'avoir traité comme si j'avais de la valeur. Sa voix était douce mais ferme. Vous m'avez rendu ma dignité. Gabriel lui prit doucement le visage, son pouce traçant sa pommette avec une infinie tendresse. Tu vaux tout, Sophia. L'homme qui t'a jeté est un idiot qui passera le reste de sa vie à regretter sa stupidité. Quand il l'embrassa, ce ne fut en rien comme la possession exigeante d'Ethan. C'était un baiser révérencieux, patient, plein de promesses et de respect. Quand ils se séparèrent, Sophia sentit qu'elle était enfin, véritablement, de nouveau vivante. Non plus seulement en train de survivre, mais de s'épanouir. Bonne nuit, murmura Gabriel contre ses lèvres. En le regardant s'éloigner, Sophia réalisa que sa renaissance était complète. La jeune fille brisée qu'Ethan avait abandonnée avait disparu pour toujours. À sa place se tenait une femme de pouvoir, protégée par l'un des hommes les plus dangereux du monde et prête à réclamer tout ce qui aurait dû lui appartenir depuis le début. Ethan Caldwell n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais il était sur le point d'apprendre que certaines femmes ne se contentent pas de survivre à la trahison, elles la transforment en carburant pour une vengeance qui brûle plus ardemment que l'amour originel ne l'a jamais fait. Chapitre 5, Amour et guerre. Le premier cri perça l'air stérile de la salle d'accouchement privée de l'hôpital Mount Sinai, et Sophia sentit son cœur exploser d'un amour si intense qu'il lui coupa le souffle. Après 14 heures de travail qui avaient mis à l'épreuve chaque limite de son endurance, son fils, Terson, était enfin arrivé, et il était absolument parfait en tout point. Il est magnifique, murmura Gabriel, la voix rauque d'émotion alors qu'il lui tenait la main, sa poigne ferme et rassurante. Il était resté à ses côtés à chaque contraction, à chaque moment de douleur, ne partant jamais, même quand le médecin lui avait suggéré d'attendre dehors pendant les moments difficiles. Son costume coûteux était froissé par des heures passées sur la chaise d'hôpital, ses cheveux habituellement parfaits en désordre, mais il ne lui avait jamais paru plus beau qu'en cet instant de pure vulnérabilité et de joie. Sophia regarda, à travers des larmes d'un amour écrasant, l'infirmière nettoyer et peser le bébé avant de le placer sur sa poitrine. 3,7 kg de pur miracle, avec une touffe de cheveux sombres et le genre de traits parfaits qui témoignait de la bonne génétique des deux côtés de sa parenté compliquée. Son petit poing s'enroula immédiatement autour de son doigt avec une force surprenante, et elle sut à cet instant qu'elle tuerait quiconque essaierait de faire du mal à cet enfant. Les yeux du bébé étaient vifs, cherchant déjà le visage de sa mère avec une concentration intense qui suggérait une grande intelligence. Quand il la regarda, Sophia sentit une connexion si profonde qu'elle sembla reconfigurer son âme même. C'était l'amour dans sa forme la plus pure, inconditionnelle, protecteur, transformateur. « Bonjour, Noah », murmura-t-elle contre sa douce tête, respirant cette incroyable odeur de nouveau-né qui semblait conçue par la nature pour créer des liens instantanés. « Maman t'attendait. » Noah Stone, dit Gabriel fermement, et quand Sophia leva les yeux vers lui, surprise, ses yeux gris brillaient d'une détermination qui n'admettait aucune contestation. « Si tu me laisses l'adopter légalement, entièrement, je veux être son père de toutes les manières qui comptent. Pas seulement émotionnellement, mais officiellement. Je veux mon nom sur son acte de naissance, ma protection autour de lui, mon amour comme fondation de sa vie. » Les larmes redoublèrent alors, de grands sanglots de soulagement, de gratitude et d'émotions débordantes. Ethan avait rejeté ce précieux bébé avant même sa naissance, mais Gabriel le réclamait sans hésitation, sans condition, sans penser aux complexités que cela pourrait créer. Cet homme, qui pouvait avoir n'importe qui pourrait avoir ses propres enfants biologiques un jour, choisissait de faire de son fils abandonné son héritier. Tu es sûr? Il n'est pas ton. Il est à moi, la coupa Gabriel, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Dès l'instant où tu es entré dans ma vie en le portant, il est devenu mien. La biologie, ce n'est que de la génétique, Sophia. L'amour fait une famille. L'engagement fait un père. Le choix fait un héritage. 3 jours plus tard, alors qu'il s'installait dans la nurserie que Gabriel avait créée dans son Penthouse, Sophia s'émerveillait de la transformation complète de sa vie. La pièce était un chef-d'œuvre de luxe pour bébé, des meubles sur mesure, fabriqués à la main par des artisans européens, les draps en coton biologique les plus fins et toutes les commodités que l'argent pouvait offrir. Mais c'était la façon dont Gabriel tenait Noah, complètement naturelle et protectrice, qui la faisait tomber encore plus amoureuse de lui.
Elle le regarda changer la couche du bébé avec une compétence surprenante, parlant à voix basse de stratégie boursière et commerciale, comme si Noah pouvait comprendre chaque mot. Tu vois, petit homme, la clé d'une négociation réussie est de comprendre ce que l'autre partie valorise le plus, murmura-t-il, fixant les attaches de la couche avec une précision douce. Ton père biologique valorise les apparences plutôt que la substance, la tradition plutôt que l'innovation. Ce sera sa chute. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit Sophia alors qu'il regardait Noah dormir dans son berceau, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme paisible de l'innocence. Elle préparait cette conversation depuis des semaines, sachant qu'une honnêteté totale était nécessaire s'ils voulaient construire quelque chose de réel ensemble. Gabriel se tourna vers elle, immédiatement alerte. Qu'y a-t-il ? Sophia prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Il était temps pour une franchise totale. Je sais qui est le père biologique de Noah, et tu le connais aussi. Qui ? Ethan Caldwell. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'expression de Gabriel passa par plusieurs étapes, surprise, compréhension, et enfin une fureur froide qui le rendit véritablement dangereux. La température de la pièce sembla chuter de plusieurs degrés alors qu'il digérait les implications. Ethan Caldwell, répéta-t-il lentement, chaque syllabe prononcée comme une sentence de mort. L'héritier de Caldwell Enterprises. Mon plus grand concurrent. Oui. Tu étais sa gouvernante. Oui. Et il t'a mise à la porte quand tu lui as dit que tu étais enceinte. Sophia hocha la tête, observant attentivement sa réaction. Elle était tombée amoureuse de Gabriel au cours des derniers mois, mais elle avait besoin de savoir si cette révélation changerait tout entre eux. L'orgueil de certains hommes ne pouvait supporter les complexités d'aimer une femme qui avait été rejetée par leur rival. Gabriel se dirigea vers la fenêtre, surplombant la ville, les mains jointes derrière le dos, un geste qu'elle avait appris comme signifiant qu'il pensait stratégiquement. Quand il parla, sa voix était d'un calme mortel. « Raconte-moi tout. » Alors elle le fit. Toute l'histoire sordide se déversa, comment Ethan l'avait séduite, lui avait fait croire qu'elle comptait pour lui, puis l'avait jetée comme un déchet quand elle était devenue un inconvénient. Elle lui parla des mots cruels, des gardes de sécurité, des mois d'errance et de désespoir. Elle ne retint rien, lui donnant chaque détail de son humiliation et de la cruauté d'Ethan. Quand elle eut fini, le silence s'étira entre eux comme un fil tendu, prêt à rompre. « Il a appelé mon fils une erreur, » dit finalement Gabriel, sa voix si froide qu'elle la fit frissonner. « Gabriel ?» Il se tourna vers elle, et l'expression sur son visage était terrifiante dans son intensité. « Sais-tu ce que je fais aux gens qui font du mal à ce qui est à moi, Sophia ? Que veux-tu dire ? Je les détruis. » Son sourire était aussi tranchant qu'une lame, prédateur et prometteur. Complètement, totalement, systématiquement. Je les fais disparaître de la scène si complètement que les gens oublient même qu'ils ont existé. Je ne veux pas de ta pitié. Pitié ? Gabriel rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Il ne s'agit pas de pitié. Il s'agit de justice. Ethan Caldwell a jeté les choses les plus précieuses de mon monde, toi et Noah. Il va apprendre ce que cela coûte. Il s'approcha d'elle alors, la prenant dans ses bras avec une douceur infinie malgré la rage qui émanait de lui. Je suis amoureux de toi depuis des mois, Sophia. Je prévoyais de te demander en mariage avant même la naissance de Noah. Apprendre que son père biologique est mon plus grand ennemi ne change rien. Cela donne simplement à notre avenir un sentiment satisfaisant de justice poétique. Tu prévoyais de me demander en mariage ? Au lieu de répondre, Gabriel s'agenouilla, là, dans la nurserie, sortant une boîte à bagues qui fit sursauter Sophia. Le diamant était énorme, sans défaut, et entouré de pierres plus petites qui captaient la lumière comme des étoiles capturées. C'était le genre de bague qui appartient au musée, valant plus que la maison de la plupart des gens. Sophia Hart, tu es la femme la plus forte et la plus brillante que j'ai jamais connue. Tu m'as fait croire en l'amour, en la famille, en la construction de quelque chose de beau, au lieu de simplement détruire mes ennemis. Sa voix était stable, sûre, remplie d'une conviction qui ne laissait aucune place au doute. Épouse-moi. Sois ma femme, ma partenaire, mon égale en tout. Laisse-moi passer le reste de ma vie à prouver que toi et Noah êtes les choses les plus précieuses à mes yeux. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, sa voix résonnant de certitude. Oui, absolument, oui. Alors qu'il lui glissait la bague au doigt, Noah s'agita dans son berceau, faisant de petits bruits de bébé qui ressemblaient presque à une approbation.
Le poids de la bague semblait parfait à son doigt, substantiel, réel et permanent. Il y a une condition, dit Gabriel en se relevant, la serrant contre lui. Quoi? Je veux qu'Ethan Caldwell le sache. Je veux qu'il voie exactement ce qu'il a jeté. Je veux qu'il comprenne que pendant qu'il jouait à diriger l'entreprise de papa, j'ai revendiqué son fils et la femme qu'il a été trop stupide pour apprécier. Ses yeux étaient féroces et déterminés. Je veux qu'il nous regarde construire un empire pendant que son monde s'effondre autour de lui. Ce n'est pas de la vengeance, Gabriel. C'est juste le début. Non, son sourire était prédateur, dangereux et absolument irrésistible. C'est juste la première manœuvre. La vraie vengeance viendra lorsque nous démantèlerons systématiquement tout ce qui a jamais compté pour lui, son entreprise, sa réputation, l'héritage de sa famille, tout. Tu veux détruire Caldwell Enterprises. Je veux détruire Ethan Caldwell. L'entreprise n'est qu'un dommage collatéral. Les yeux de Gabriel étaient féroces de détermination et de rage à peine contenue. Il a rendu ça personnel quand il t'a blessé. Maintenant, je vais lui montrer ce qui arrive quand on se met en travers du chemin de Gabriel Stone. Et si je disais que je ne voulais aucune part à cette vengeance? Gabriel étudia attentivement son visage, ses yeux gris cherchant la vérité dans les siens. Alors je t'épouserai quand même, j'adopterai Noah et je vous aimerai tous les deux pour le reste de ma vie. Mais je détruirai quand même Ethan Caldwell, juste plus discrètement, plus chirurgicalement. Il a fait du mal à ce qui est à moi. C'est impardonnable. L'honnêteté était brutale et, d'une certaine manière, réconfortante. Gabriel ne lui demandait pas la permission de s'en prendre à Ethan. Il lui offrait d'y participer, de faire d'elle une partenaire dans la vengeance plutôt qu'une simple bénéficiaire de sa protection. Je veux qu'il paie, admit-elle, sa voix ferme et sûre. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a perdu, ce qu'il a jeté. Je veux qu'il regrette chaque mot cruel, chaque moment de mépris, chaque seconde qu'il a passé à me traiter comme un déchet. Alors nous lui ferons regretter. La voix de Gabriel était une promesse, sombre et certaine. Ensemble. 2 semaines plus tard, l'annonce de leur fiançailles parut dans tous les grands journaux et magazines d'affaires, accompagnée de photographies professionnelles qui capturaient la transformation de Sophia, de gouvernante rejetée à épouse de milliardaire. Les gros titres étaient impossibles à manquer, le magnate de la tech Gabriel Stone annonce ses fiançailles avec une ancienne employée de la famille Caldwell. De gouvernante à épouse de milliardaire, l'histoire de Sophia Hart. L'annonce était soigneusement conçue pour maximiser l'impact, avec juste assez de détails pour faire comprendre à Ethan qui épousait son plus grand rival. Chaque mot était calculé, chaque photo choisie pour montrer Sophia sous son jour le plus radieux et puissant. Sophia savait qu'Ethan les verrait. Tous les membres de leur cercle social restreint s'en assureraient, observeraient son visage lorsqu'ils réaliseraient qui Gabriel Stone épousait. Et quand il le ferait, quand il comprendrait que son ancienne gouvernante était maintenant l'une des femmes les plus puissantes de la ville, le vrai plaisir commencerait. Elle se tenait dans la nurserie, tenant Noah, maintenant âgé de 3 semaines et parfait en tout point, regardant l'horizon de la ville à travers les baies vitrées. Quelque part là-dehors, Ethan Caldwell lisait probablement l'annonce de ses fiançailles, comprenant enfin qui elle était devenue et ce qu'il avait perdu par sa propre cruauté et son orgueil. « Ton papa nous a jetés comme si nous n'étions rien », murmura-t-elle à Noah, qui la regardait avec ses yeux sombres et alertes. « Mais nous avons trouvé quelqu'un qui sait exactement ce que nous valons. Et maintenant, nous allons montrer à ton père biologique ce qui arrive quand on jette quelque chose de précieux. » Noah émit un petit son et se blottit plus près de sa poitrine. Sophia le prit comme un accord, comme une approbation de la guerre qu'ils étaient sur le point de mener. Le premier coup avait été tiré avec l'annonce des fiançailles. Ethan Caldwell ne savait pas qu'il avait déjà perdu la guerre, mais il était sur le point d'apprendre que certaines trahisons résonnent à travers les générations, et que certaines femmes sont bien plus dangereuses que leurs ennemis ne l'imaginent. Chapitre 6, L'arme parfaite. Le domaine des Hantons où Sophia et Gabriel échangèrent leurs vœux était un témoignage de puissance discrète, des pelouses ondulantes s'étendant jusqu'à une plage privée, des jardins qui murmuraient la richesse générationnelle et une domination inébranlable. Alors que Sophia remontait l'allée dans sa robe Vera Wang sur mesure, le bébé Noah dans ses bras à la place d'un bouquet traditionnel, elle se sentit comme si elle montait sur un trône qui lui avait toujours été destiné. La robe elle-même était un chef-d'œuvre, une soie qui coulait comme une lumière d'étoiles liquides, brodée à la main de perles et de cristaux qui captaient le soleil de l'après-midi comme un feu capturé. Elle avait été conçue spécifiquement pour accueillir Noah, créant une image madonesque qui dominerait les pages mondaines pendant des mois. Le symbolisme était intentionnel et puissant, la gouvernante rejetée était devenue une reine,
et elle portait dans ses bras la prochaine génération de la dynastie Stone. « Tu ressembles à une reine », murmura Gabrielle alors qu'elle le rejoignait à l'autel, ses yeux gris adoucis par l'amour et féroces de possession. « Je me sens comme une reine », répondit-elle en murmurant, et elle le pensait de chaque fibre de son être. La cérémonie fut la perfection même, élégante, intime et diffusée en direct sur toutes les pages mondaines et les chaînes d'information économique du pays. Sophia savait qu'Ethan la verrait, qu'il la regarderait devenir Madame Gabrielle Stone tout en tenant le fils qu'il avait rejeté. Cette pensée la remplit d'une satisfaction sauvage qu'elle dissimula soigneusement derrière un sourire de mariée radieux. Mais ce fut la réception qui annonça véritablement leurs intentions au monde, servant à la fois de célébration et de déclaration de guerre. Mesdames et messieurs, la voix de Gabriel porta à travers la foule de milliardaires, de politiciens et de magnats des médias alors qu'il levait sa coupe de champagne, commandant l'attention avec l'autorité naturelle de quelqu'un né pour diriger. Je tiens à vous remercier tous de célébrer cette journée incroyable avec nous. Il y a 2 ans, j'ai trouvé ma femme effondrée dans une rue de la ville, enceinte et abandonnée par un homme trop faible et trop stupide pour reconnaître ce qu'il jetait. Des murmures parcoururent la foule comme de l'électricité. Ce n'était pas le discours de mariage habituel, et toutes les personnes présentes comprirent qu'elle assistait à quelque chose d'important. La lâcheté de cet homme m'a offert les plus grands cadeaux de ma vie, Sophia et Noah. Et bien que je devrais probablement le remercier pour sa stupidité, je ne suis pas si généreux. Le sourire de Gabriel était aussi tranchant qu'une lame, prédateur et prometteur de violence. Au lieu de cela, je vais lui montrer exactement ce qui arrive quand on jette quelque chose de précieux. À partir de lundi, Stone Enterprises entame un nouveau chapitre d'expansion qui remodèlera toute cette industrie. Les applaudissements furent assourdissants, mais Sophia pouvait voir les regards calculateurs sur les visages de la foule, sénateurs, PDG, gestionnaires de fonds spéculatifs. Tout le monde comprenait le sous-entendu. La guerre avait été déclarée, et ils étaient en train de choisir leur camp. Alors que la réception se poursuivait, Sophia sillonna la salle comme la professionnelle aguerrie qu'elle était devenue, se déplaçant à travers les groupes de personnalités influentes avec la grâce de quelqu'un né dans ce monde. Ces gens, qu'il avait autrefois méprisés comme une domestique, cherchaient maintenant son attention, la reconnaissant comme l'une des femmes les plus puissantes du pays. Elle était gracieuse, charmante et recueillait soigneusement des informations qui se révéleraient utiles dans la bataille à venir. Madame Stone. Le sénateur Thompson s'approcha avec sa femme, tous deux essayant de cacher leur curiosité derrière des sourires polis. Félicitations pour votre mariage. Une transformation tout à fait remarquable. Merci, sénateur. Bien que je dirais que c'était moins une transformation qu'une révélation. J'ai toujours été exactement qui je suis maintenant. J'avais juste besoin de quelqu'un qui puisse le voir. La pique subtile envers Ethan était indubitable, et elle la vit s'inscrire sur les visages autour d'elle. D'ici demain, chaque détail de cette conversation se serait répandu comme une traînée de poudre dans les cercles d'élite de Manhattan. Gabriel a beaucoup de chance, ajouta Madame Thompson, son ton suggérant qu'elle pensait que c'était l'inverse. Nous en avons tous les deux, répondit Sophia en douceur, son sourire ne faiblissant jamais. Après tout, les meilleurs partenariats sont fondés sur le respect mutuel et des objectifs communs. À ce propos, je crois savoir que Caldwell Enterprises soumissionne pour les mêmes contrats d'énergie renouvelable que Stone Enterprises. L'expression du sénateur devint plus réservée. Je ne connais pas les détails des offres spécifiques. Bien sûr que non. Je trouve simplement fascinant la façon dont différentes entreprises abordent l'innovation. Certaines se concentrent sur l'héritage et la tradition, tandis que d'autres embrassent la disruption et le changement. Son sourire était aussi doux que du miel empoisonné. Nous verrons quelle philosophie servira le mieux dans le marché actuel. Plus tard dans la soirée, alors que les invités partaient progressivement et que le personnel de restauration nettoyait les restes de leur triomphe, Sophia se retrouva seule sur la terrasse, surplombant l'océan. Noah dormait paisiblement dans ses bras, épuisé par son premier grand événement social, mais ayant charmé tous les invités qu'il avait rencontrés. En train de planifier notre prochain coup? Gabriel apparut à ses côtés, desserrant sa cravate avec l'air satisfait d'un général qui venait de remporter une bataille cruciale. Toujours. Elle se blottit contre sa chaleur, reconnaissante pour sa force solide. J'ai identifié 3 membres du conseil d'administration de Caldwell Enterprises qui sont mécontents de la direction d'Ethan. Lena Wong est particulièrement frustrée par sa gestion des marchés asiatiques. Et la fille de Lena Wong se marie au printemps prochain. Elle aura besoin d'un organisateur de mariage, et il se trouve que je connais le meilleur de la ville,
qui me doit aussi plusieurs faveurs. Le sourire de Sofia était calculateur, prédateur. Parfois, les conversations les plus puissantes ont lieu autour d'arrangements floraux et de plans de table. Le rire de Gabriel était bas et appréciateur. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté. Tu ne le feras pas. Tu es à moi maintenant, complètement et pour toujours. Elle se tourna dans ses bras, Noah dormant toujours entre eux comme un symbole de leur avenir uni. Mais Ethan Caldwell va apprendre que jeter Sophia Hart, c'était comme jeter une arme nucléaire qui a fini par tomber entre les mains de l'ennemi. En parlant de l'ennemi, l'expression de Gabriel devint sérieuse. J'ai reçu des informations intéressantes aujourd'hui. Ethan a posé des questions sur toi, en particulier sur qui t'a aidé après qu'il t'a mise à la porte. Il sait que c'est toi. Pas encore, mais il est proche. Mes sources disent qu'il est obsédé par la couverture médiatique du mariage, essayant de comprendre comment son ancienne gouvernante est devenue l'une des femmes les plus puissantes de New York. Le sourire de Gabriel était sinistre. Apparemment, il a dépensé des ressources considérables pour engager des détectives privés afin de retracer tes mouvements depuis ton départ de sa maison jusqu'à maintenant. Sofia ressentit un frisson de sombre satisfaction. Bien. Je veux qu'il le sache. Je veux qu'il reste éveillé la nuit à penser à ce qu'il a perdu, à ce qu'il a jeté si négligemment. Il le fera. Mais nous devons être prudents. Ethan est désespéré maintenant, et les hommes désespérés font des choses stupides qui peuvent blesser des innocents. Laisse-le faire quelque chose de stupide. Cela nous donnera juste plus de munitions. La voix de Sofia était aussi froide que l'hiver, plus dure que les diamants qui scintillaient à sa gorge. J'ai passé la dernière année à apprendre chaque faiblesse de l'empire de la famille Caldwell. Je m'occupais de la correspondance privée d'Ethan, j'étais au courant de leurs accords ratés, j'ai entendu d'innombrables appels téléphoniques sur leurs problèmes financiers, leur technologie obsolète, leur dépendance aux anciens contrats, les scandales personnels des membres de leur conseil d'administration. J'ai tout documenté pendant que je travaillais là-bas. Et tu veux l'utiliser. Je veux démanteler systématiquement tout ce qu'Ethan pense qui le rend important, son entreprise, sa réputation, l'héritage de sa famille. Je veux qu'il perde tout. Comme j'ai tout perdu quand il m'a mise à la porte. Sa voix portait le poids de mois de planification, d'années de scénarios de vengeance imaginés. Je veux qu'il comprenne ce que ça fait de voir son monde entier disparaître du jour au lendemain. Gabriel étudia son visage au clair de lune, la lumière argentée projetant des ombres qui la rendaient à la fois belle et dangereuse. Il ne s'agit plus seulement de justice, n'est-ce pas? C'est personnel. Ça a toujours été personnel. Les yeux de Sofia brillaient d'une détermination qui avait été forgée dans la rue, trempée dans le désespoir, et aiguisée par l'amour pour la famille qu'Ethan avait essayé de détruire. Ethan Caldwell a essayé de me détruire. Il m'a laissé sans abri et enceinte, pensant que j'étais trop faible pour me battre. Maintenant, je vais lui montrer à quel point je suis devenue forte. Et s'il s'en prend à Noah? S'il essaie de revendiquer des droits parentaux? Il a renoncé à ses droits quand il a nié l'existence de Noah. Sa voix devint mortelle, ses instincts protecteurs s'enflammant comme une louve défendant son petit. Et s'il essaie d'utiliser notre fils comme une arme contre nous, je le détruirai si complètement que personne ne se souviendra que la famille Caldwell a jamais existé. La promesse flotta dans l'air marin entre eux, sombre, finale et absolument sincère. Il y a autre chose, dit Gabriel doucement, quelque chose que je ne t'ai pas dit. Quoi? Le père d'Ethan a appelé mon bureau hier. Il veut une rencontre. Sofia devint très immobile, son esprit parcourant immédiatement les implications et les possibilités. William Caldwell veut te rencontrer? Nous rencontrer? Il a spécifiquement demandé si tu serais présente. Le sourire de Gabriel était sinistre, prometteur de conflit. Apparemment, il a mené sa propre enquête sur ce qui s'est passé quand tu travaillais pour sa famille. Il sait ce qu'Ethan a fait. Je pense qu'il commence à comprendre. Et je pense qu'il est très mécontent de son fils. La voix de Gabriel portait la satisfaction de quelqu'un qui regarde les rangs ennemis se fracturer de l'intérieur. William Caldwell n'a pas bâti son empire en étant stupide ou aveugle. S'il nous contacte, cela signifie qu'il voit de quel côté le vent tourne. L'esprit de Sofia parcourut les implications. William Caldwell était le véritable pouvoir derrière Caldwell Enterprises. Malgré la position officielle d'Ethan, s'il remettait en question les actions d'Ethan, s'il les contactait directement. Quand veut-il nous rencontrer? La semaine prochaine. Territoire neutre.
Le Metropolitan Club. Nous irons. Sa décision fut instantanée et finale, ses instincts stratégiques aiguisés par des mois de planification minutieuse. Il est temps que la famille Caldwell apprenne que la gouvernante qu'ils ont jetée est maintenant leur plus grande menace. Alors qu'ils rentraient dans la maison, leur empire, leur royaume, Sophia sentit le poids de sa transformation. 9 mois auparavant, elle était sans abri et brisée, vivant dans sa voiture et envisageant des mesures désespérées. Maintenant, elle était l'une des femmes les plus puissantes d'Amérique, mariée au plus grand ennemi d'Ethan et détenant des armes qui pouvaient détruire tout ce qu'Ethan chérissait. La vengeance n'était plus un fantasme ou un objectif lointain. C'était une guerre soigneusement planifiée, et elle était parfaitement positionnée pour la gagner. Chaque pièce était en place, chaque allié sécurisé, chaque faiblesse identifiée et cataloguée. Ethan Caldwell était sur le point de découvrir que certaines erreurs ne peuvent jamais être pardonnées, et que certaines femmes sont bien plus dangereuses que leurs ennemis ne l'imaginent. La jeune fille qu'il avait rejetée comme sans valeur était devenue sa destructrice, et elle ne faisait que commencer. La guerre pour son âme était sur le point de commencer, et Sophia Stone détenait toutes les armes. Chapitre 7, l'effondrement. Les mains d'Ethan Caldwell tremblaient violemment alors qu'il fixait le journal étalé sur son bureau en acajou, le même bureau où il avait signé des contrats censés sécuriser son empire. Au lieu de cela, tout se désintégrait, et il se noyait dans les décombres de sa propre création. Stone Enterprise domine le secteur des énergies renouvelables, hurlait le gros titre en lettres qui semblait se moquer de ses échecs. L'article était accompagné d'une photo qui lui glaça le sang, Gabrielle Stone et sa femme lors de la signature du contrat gouvernemental, tous deux rayonnant du genre de pouvoir que les appareils photo adorent. La femme aux côtés de Stone était renversante, élégante, confiante, commandant l'attention comme une reine née. Quelque chose dans son visage griffait la mémoire d'Ethan, une familiarité qui lui donnait la chair de poule. C'était le 5e contrat majeur que Stone Enterprises avait volé à Caldwell Enterprises en 4 mois. L'accord sur les énergies renouvelables, d'une valeur de 3 milliards de dollars, leur avait été pratiquement garanti jusqu'à ce qu'il ne le soit soudainement plus. Leur expansion en Asie s'était effondrée du jour au lendemain. Leur partenariat technologique se dissolvait comme du sucre sous la pluie. Tout ce qu'Ethan touchait se transformait en cendres. « Monsieur », la voix de son assistante crépita à travers l'interphone comme une sonnette d'alarme. « Votre père veut vous voir immédiatement. » L'estomac d'Ethan tomba dans ses chaussures. William Caldwell ne convoquait son fils que pour les désastres, et cela se qualifiait de catastrophe totale. La marche jusqu'au bureau d'angle de son père ressemblait à une marche de la mort dans les couloirs de son royaume en ruine. « Assieds-toi, Ethan. » La voix de William Caldwell était glaciale alors qu'il désignait la chaise en face de son bureau. À 65 ans, l'aîné des Caldwell commandait toujours le respect et la peur à parts égales, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son costume impeccable malgré le chaos qui les entourait. Explique-moi comment nous avons perdu 5 contrats majeurs au profit de Stone Enterprises au cours du dernier trimestre. C'est de l'espionnage industriel, dit rapidement Ethan, le désespoir transparaissant dans sa voix. Stone obtient d'une manière ou d'une autre des informations sur nos offres, nos stratégies. Nos stratégies? Le rire de William fut dur, tranchant. Quelle stratégie? Les mêmes approches obsolètes que nous utilisons depuis 20 ans pendant que nos concurrents innovent et s'adaptent. Papa, j'ai travaillé sur des plans de modernisation. Vraiment? Parce que ce que je vois, c'est une entreprise qui subit une hémorragie de talent, qui perd des contrats et qui génère une presse négative pendant que notre plus grand rival se renforce chaque jour. William se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, son expression sinistre. Sais-tu ce que j'ai entendu au club hier? Ethan resta silencieux, redoutant ce qui allait suivre. Le sénateur Thompson m'a dit que Stone Enterprises a l'équipe consultative la plus impressionnante qu'il ait jamais rencontrée. Apparemment, Madame Stone a personnellement géré la négociation pour le contrat d'énergie renouvelable. Elle a fait passer notre équipe pour des amateurs. Madame Stone? La voix d'Ethan se brisa légèrement. Sa femme est impliquée dans les opérations commerciales? Plus qu'impliquée. On dit quel est l'esprit stratégique derrière leur récente expansion. Les yeux de William se rétrécirent dangereusement. Gabrielle Stone a épousé une femme brillante qui comprend à la fois les affaires et la politique. Que as-tu fait, toi, Ethan? Tu as épousé cette mondaine écervelée qui se soucie plus de ses abonnés Instagram que de l'héritage de notre famille. La référence à ses récentes fiançailles avec Isabella Harper le piqua, mais Ethan était toujours fixé sur la femme de Stone. Que sais-tu d'elle? Cette Madame Stone?
Je sais qu'elle a travaillé pour notre famille. Les mots frappèrent Ethan comme un coup physique. L'expression de son père était soigneusement neutre, mais quelque chose de dangereux se cachait sous la surface. Travailler pour nous? À quel titre? Elle était notre gouvernante jusqu'à il y a environ 18 mois, quand elle a soudainement disparu de notre emploi sans explication. La vision d'Ethan se brouilla sur les bords. La femme sur les photos du journal, le génie stratégique qui détruisait son entreprise. Ce ne pouvait pas être. Sophia n'avait été personne, rien, juste une diversion temporaire qui avait essayé de le piéger avec une fausse grossesse. Quel était son nom? Murmura-t-il. Sophia Hart. Maintenant Sophia Stone. La voix de William était d'un calme mortel. Voudrais-tu expliquer pourquoi notre ancienne gouvernante est maintenant mariée à notre plus grand concurrent et détruit systématiquement tout ce que nous avons construit? La gorge d'Ethan se serra complètement. J'ai mené ma petite enquête, fils. Passer des appels, poser des questions. William se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Apparemment, Mademoiselle Hart a quitté notre emploi dans des circonstances mystérieuses. Personne ne semble se souvenir exactement de ce qui s'est passé, ce qui est étrange pour une employée si bien considérée. C'était juste la domestique, réussit à dire Ethan. La domestique qui a obtenu son diplôme summa cum laude de la Columbia Business School. La domestique qui parlait 4 langues et gérait toute notre maisonnée avec une efficacité sans faille. William se retourna vers son fils, et Ethan n'avait jamais vu son père aussi froidement furieux. Que as-tu fait, Ethan? Rien. Elle. Nous avons eu une brève. Ce n'était rien de sérieux. Rien de sérieux. La voix de William aurait pu geler l'enfer. Et pourtant, notre, rien de sérieux, ancienne employée est maintenant l'une des femmes les plus puissantes de New York, mariée à l'homme qui nous détruit. Quelle coïncidence. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un SMS urgent de son assistante, vérifie les nouvelles économiques maintenant. Avec des doigts tremblants, Ethan consulta les sites financiers. Le titre lui glaça le sang. L'action de Caldwell Enterprises chute alors que le conseil d'administration remet en question la direction. Monsieur, la voix de son assistante sortit du haut-parleur, dissimulant à peine la panique. Le conseil convoque une réunion d'urgence. Plusieurs membres posent des questions sur une restructuration de la direction. L'expression de William passa de froide à glaciale. Il semble que notre conseil ait perdu confiance en la direction actuelle. Tout ça, c'est l'œuvre de Stone, dit Ethan désespérément. Il manipule le marché, répand des mensonges. Vraiment? Ou capitalise-t-il simplement sur nos faiblesses? William retourna à son bureau, ses mouvements prédateurs. Lena Wong m'a appelé ce matin. Elle est préoccupée par notre stratégie sur le marché asiatique. Apparemment, Madame Stone a fait des observations très perspicaces sur nos lacunes lors d'une récente réunion mondaine. La pièce tourna autour d'Ethan. Lena Wong était l'une de leurs membres du conseil les plus influents, et si elle écoutait Sophia? Madame Stone, alors la pourriture était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Je peux arranger ça, dit rapidement Ethan. Je peux redresser la barre. Le peux-tu? Parce que de là où je suis, il semble que tu aies déjà perdu une guerre dont je ne savais même pas que nous la menions. Le téléphone de William sonna, et il jeta un œil à l'identifiant de l'appelant. Stone Enterprises. Un timing intéressant. Ne réponds pas, dit rapidement Ethan. Pourquoi pas? Le doigt de William plana sur le bouton de réponse. Peut-être est-il temps que j'aie une conversation avec notre ancien employé et son impressionnant mari. Papa, s'il te plaît. Mais William avait déjà répondu. Monsieur Stone, quel plaisir inattendu. Ethan ne pouvait entendre que la moitié de la conversation de son père, mais chaque mot était comme un clou dans son cercueil. Oui, j'ai suivi la croissance remarquable de votre entreprise. En effet, votre femme a fait une forte impression sur la communauté des affaires. Une réunion? Quelle délicate attention de votre part. Le Metropolitan Club serait parfait. Oui, je serais ravi de vous rencontrer tous les deux. Quand William raccrocha, le silence s'étira comme un fil tendu. Ils veulent nous rencontrer, dit finalement William. Gabrielle Stone et sa femme. Demain soir. Tu n'envisages pas sérieusement. J'envisage comment sauver ce qui reste de notre entreprise pendant qu'il est encore temps.
La voix de William était définitive. Et si cela signifie avoir une conversation avec la femme qui semble comprendre notre entreprise mieux que mon propre fils, alors c'est ce que je ferai. Ethan sentit les murs se refermer sur lui. Sophia. Brillante, vengeresse Sophia, détruisait systématiquement tout ce qu'il avait tenu pour acquis. La femme qu'il avait jetée comme un déchet était devenue son pire cauchemar. Elle fait ça exprès, dit-il, la réalisation le frappant comme un coup de massue. C'est une vengeance. Une vengeance pourquoi, Ethan? Ethan ne pouvait pas répondre. Comment pourrait-il expliquer qu'il avait mis leur gouvernante enceinte et l'avait mise à la porte comme une ordure? Comment pourrait-il admettre qu'il avait renié son propre enfant et laissé une femme mourir dans la rue? J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé entre toi et mademoiselle Hart, dit William doucement. Tout. Parce que si je me rends à une réunion avec des gens qui ont des raisons de nous détruire, j'ai besoin de comprendre exactement à quoi nous avons affaire. Je ne peux pas, murmura Ethan. Alors tu as déjà perdu. William se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et Ethan, tu es démis de toutes les décisions commerciales majeures jusqu'à nouvel ordre. Il semble que tu aies prouvé que ton jugement est fatalement compromis. Alors que son père quittait le bureau, Ethan s'effondra sur sa chaise et fixa à nouveau la photo du journal. Le visage de Sophia lui souriait, confiant, puissant, victorieux. La femme qu'il avait rejetée comme sans valeur était devenue sa destructrice. Et le pire, c'est qu'il commençait enfin à se souvenir à quel point elle avait toujours été magnifique. Chapitre 8, la reconnaissance. La grande salle de bal du Metropolitan Club scintillait sous les lustres de cristal et les conversations de l'élite la plus puissante de New York. Mais Ethan Caldwell avait l'impression de marcher dans un cauchemar. Le gala de charité annuel était l'événement de la saison mondaine, où des contrats de plusieurs milliards de dollars se concluaient autour de champagne et où les ventes aux enchères caritatives couvraient les manœuvres politiques. Ethan ajusta son nœud papillon avec des doigts tremblants, ses yeux scrutant la foule à la recherche de Gabrielle Stone et de sa femme. Son père avait insisté pour qu'ils y assistent, malgré les protestations désespérées d'Ethan. Nous devons montrer de la force, avait dit William. S'enfuir maintenant serait admettre la défaite. Mais Ethan savait déjà qu'ils étaient vaincus. La réunion au club 2 jours plus tôt avait été une leçon de maître en destruction contrôlée. Il avait vu son père, l'homme qui n'avait jamais montré de faiblesse à personne, être traité d'égal à égal par Sophia Hart, l'ancienne gouvernante Sophia Hart, qui commandait maintenant plus de respect en une seule conversation qu'Ethan n'en avait obtenu en des années à la tête de l'entreprise familiale. Ethan, chéri, tu as l'air absolument misérable. Isabella Harper apparut à son coude, resplendissante dans une robe argentée qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Sa fiancée était tout ce qu'une épouse Caldwell devait être, belle, bien connectée et complètement écervelée. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien qui te concerne, marmonna Ethan, continuant de chercher dans la foule. Oh, voilà Gabrielle Stone. Isabella fit un signe enthousiaste de l'autre côté de la pièce. Et sa femme. Elle est encore plus magnifique en personne. Il faut absolument que je la rencontre. Le sang d'Ethan se glaça alors qu'il suivait le regard d'Isabella. Là, de l'autre côté de la salle de bal bondée, se tenait Gabrielle Stone dans un smoking impeccablement taillé. Mais c'est la femme à ses côtés qui fit voler en éclats la réalité d'Ethan. Sophia portait une superbe robe émeraude qui mettait en valeur ses courbes comme de la soie liquide, ses cheveux relevés en un chignon élaboré qui encadrait un visage transformé par la confiance et le pouvoir. Elle se déplaçait dans la foule comme une reine recevant un hommage, acceptant les salutations des sénateurs et des PDG avec la grâce désinvolte de quelqu'un né pour commander. Dans ses bras, elle berçait un bébé, son bébé habillé d'un minuscule smoking de créateur qui rendait la scène encore plus surréaliste et dévastatrice. Elle est absolument radieuse, continua Isabella, inconsciente de la panique grandissante d'Ethan. J'ai entendu dire qu'elle a négocié à elle seule l'accord de Stone Enterprises avec les Japonais. Pouvez-vous imaginer une femme gérer des affaires internationales comme ça? Ethan ne pouvait plus respirer. L'élégante femme qui commandait l'attention des sénateurs et des PDG était la même personne qu'il avait mise à la porte de sa maison en chemise de nuit. La mondaine confiante qui discutait des marchés étrangers avec des ambassadeurs était la jeune fille désespérée qu'il avait traitée de déchet sans valeur. Ethan? Ethan, tu m'écoutes? J'ai besoin d'air, marmonna-t-il. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, la foule autour d'eux se déplaça, et soudain, Sophia marchait droit vers eux. Le temps ralentit alors qu'elle approchait, sa robe émeraude bruissant doucement contre le sol en marbre. De près,
elle était encore plus renversante. Sa peau rayonnait de santé et de bonheur, ses yeux pétillaient d'intelligence et de quelque chose qui aurait pu être de l'amusement. Elle se tenait avec l'assurance indubitable d'une femme qui savait exactement à quel point elle était puissante. Isabella Harper, s'extasia sa fiancée, tendant une main parfaitement manucurée. « Je mourrais d'envie de vous rencontrer, Madame Stone. Vous êtes absolument légendaire. » C'est très aimable à vous. La voix de Sophia était du miel chaud sur de l'acier, et quand ses yeux croisèrent ceux d'Ethan par-dessus la tête d'Isabella, son sourire devint prédateur. « Et vous devez être Ethan Caldwell. Je ne crois pas que nous ayons été présentés dans les règles. » L'audace de la chose prétendre qu'ils étaient des étrangers frappa Ethan comme un coup physique. « Nous ne nous sommes jamais rencontrés, n'est-ce pas ?» Sophia pencha la tête d'un air songeur, comme si elle essayait de le situer. « Je ne me souviens pas, bien que votre visage me soit familier. Peut-être nous sommes-nous croisés quelque part. » Isabella rit. « Ethan, honnêtement. Comment as-tu pu oublier d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi accompli ?» Madame Stone dirige pratiquement Stone Enterprises aux côtés de son mari. Sophia. Gabriel apparut à côté de sa femme, sa main se posant possessivement sur le bas de son dos. « J'aimerais te présenter William Caldwell. » Le père d'Ethan s'approcha avec le genre d'attention respectueuse qu'il réservait habituellement au chef d'État. « Madame Stone. Le plaisir est entièrement mien. Notre conversation de l'autre jour fut des plus éclairantes. Monsieur Caldwell, merci encore d'avoir pris le temps de nous rencontrer. J'espère que notre discussion s'est avérée instructive. » L'accent subtil sur le dernier mot fit se contracter l'estomac d'Ethan. En effet. Les yeux de William se posèrent brièvement sur son fils. Il est remarquable de voir comment différentes perspectives peuvent jeter un nouvel éclairage sur de vieilles situations. Le bébé dans les bras de Sophia choisit ce moment pour émettre un petit son, attirant l'attention d'Isabella. « Oh mon Dieu, quel magnifique bébé! Quel âge a-t-il » 18 mois, répondit Sophia, sa voix douce d'une affection sincère alors qu'elle baissait les yeux sur l'enfant. C'est Noah. Le fils d'Ethan. Sa chair et son sang. Habillé comme un petit prince et tenu par la femme qu'il avait essayé de détruire. Les traits du bébé étaient indéniablement familiers. Les propres yeux d'Ethan, le nez de sa mère, la mâchoire des Caldwell qui s'étaient transmises de génération en génération. Il ressemble trait pour trait à son père. Isabella recula, passant complètement à côté de la tension qui émanait de chaque adulte dans la conversation. Oui, le regard de Sophia croisa directement celui d'Ethan pour la première fois, et il vit 18 mois de douleur, de rage et de froide satisfaction flamboyer au plus profond de ses yeux. C'est vrai. Stone, pas Noah, ajouta Gabriel avec une fierté évidente, en prenant le bébé des bras de Sophia. Mon fils. Cette revendication possessive frappa Ethan comme une gifle. Cet homme, son plus grand rival, revendiquait son enfant, élevait son héritier, donnait à la lignée des Caldwell son propre nom. Ton fils, répéta Ethan d'une voix rauque. De toutes les manières qui comptent. Le sourire de Gabriel était acéré. La biologie n'est que de la génétique. L'amour et l'engagement font une famille. Comme c'est merveilleux, s'extasia Isabella. Une famille toute faite, comme dans un conte de fées. Plutôt un conte moral, dit Sophia à voix basse, mais ces mots étaient assez tranchants pour qu'Isabella ait l'air confuse. Pardon ? Rien, ma chérie. Le sourire de Sophia était parfaitement poli. Je pensais juste à quel point les choses auraient pu être différentes si le père biologique de Noah avait été digne du cadeau qui lui avait été fait. Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme un défi. Ethan sentit la sueur perler sur son front en réalisant que tout le monde dans la conversation savait exactement de quoi elle parlait. Tout le monde sauf Isabella. Eh bien, sa perte est clairement le gain de Gabriel, dit William avec diplomatie, mais Ethan surprit le regard d'avertissement que son père lui lança. En effet, acquiesça Sophia. Certains hommes sont assez sages pour reconnaître la valeur quand ils la voient. D'autres, elle haussa élégamment les épaules, d'autres jettent des diamants en pensant que ce n'est que du verre sans valeur. Quelle philosophie, murmura Gabriel, ses yeux gris fixés sur Ethan avec un intérêt de prédateur. Bien que j'ai toujours cru que ce qui est jeté par la bêtise d'un homme devient souvent le trésor d'un autre. Ethan voulait courir, disparaître, se réveiller de ce cauchemar où son ancienne gouvernante tenait salon parmi l'élite new-yorkaise pendant que son propre fils appelait un autre homme papa. Mais ses jambes semblaient de plomb et sa voix l'avait complètement abandonné. Ethan, tu es terriblement silencieux,
dit Isabella avec un rire forcé. Dis quelque chose. Tous les yeux se tournèrent vers lui, ceux de Sophia, flamboyants de triomphe, ceux de Gabriel, froids de dédain, ceux de son père, l'avertissant de marcher sur des œufs, et ceux d'Isabella, qu'on fumait dans l'attente. Son bébé gazouillait joyeusement dans les bras de l'homme qui avait volé tout ce qu'Ethan aurait dû chérir. Sophia, sa voix se brisa. Tu as l'air en forme. Je suis en pleine forme, répondit Sophia, son ton glacial. Mieux que je ne l'ai jamais été, en fait. C'est drôle comme la vie s'améliore considérablement quand on est entouré de gens qui vous apprécient. La pique était si évidente que même les sourcils d'Isabella se haussèrent légèrement. Sophia, ma chérie. La voix de Gabriel était chaude d'affection. Je crois que le sénateur voulait vous parler de l'initiative pour l'éducation. Bien sûr. Sophia se tourna une dernière fois vers Ethan, son sourire assez aiguisé pour couper du verre. Ce fut instructif de vous rencontrer, monsieur Caldwell. J'espère que le reste de votre soirée sera tout ce que vous méritez. Alors qu'il s'éloignait, la main de Gabriel protectrice sur son dos, Noah babillant joyeusement dans les bras de son père adoptif, Ethan sentit quelque chose se briser complètement en lui. La femme qu'il avait jetée comme un déchet était maintenant intouchable, protégée par l'un des hommes les plus puissants du monde, élevant son fils dans un luxe et un amour qu'il n'avait même jamais essayé de fournir. Quelle femme fascinante, songea Isabella, bien qu'il y ait eu quelque chose d'étrange dans cette conversation. Presque comme si vous vous étiez déjà rencontrés. Non, mentit Ethan, sa voix à peine audible. Eh bien, elle semble certainement dévouée à sa famille. Avez-vous vu comment elle regardait ce bébé? Comme s'il était la chose la plus précieuse au monde. Ethan l'avait vu, et il avait reconnu ce regard parce que c'était exactement ainsi que Sophia l'avait regardé pendant ses moments volés dans sa chambre, avec un amour complet et inconditionnel. Un amour qu'il avait écrasé et rejeté sans une seconde pensée. Alors que la soirée se poursuivait autour de lui, Ethan resta figé sur place, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Pas seulement une femme, pas seulement un enfant, mais une chance d'avoir le genre d'amour et de partenariat qui élevait maintenant son plus grand ennemi à des sommets qu'Ethan n'atteindrait jamais. Sophia Hart, maintenant Sophia Stone, avait totalement gagné, et Ethan Caldwell ne s'était jamais senti aussi complètement anéanti. Chapitre 9, le royaume volé. Ethan Caldwell surveillait la garderie Bright Beginning depuis 3 jours, sa BMW dissimulée derrière un camion de livraison de l'autre côté de la rue. Il connaissait la routine de Noah Parker maintenant, dépôt à 9h du matin par la nounou de la famille Stone, récupération à 3h de l'après-midi. Ces précieuses heures où son fils serait vulnérable, loin du Pantouse aux allures de forteresse de Gabriel Stone et de son armée de personnel de sécurité. Ses mains tremblaient tandis qu'il vérifiait sa montre. 14h47, 13 minutes avant l'arrivée de la nounou, 13 minutes pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Son sang, son héritage, son avenir. La semaine qui avait suivi le gala de charité avait été un véritable enfer. Isabella avait rompu leur fiançailles après le comportement troublant d'Ethan lors de l'événement. Son père l'avait officiellement démis de toutes ses fonctions dans l'entreprise. Et le conseil d'administration se réunissait aujourd'hui pour discuter de son remplacement permanent. Mais pire que tout cela, il y avait cette image gravée dans son esprit, son fils, sa chair et son sang, appelant un autre homme papa. « Je peux arranger ça », marmonna-t-il en sortant de la voiture. « Je peux tout arranger. » La façade joyeuse de la garderie se moquait de lui avec ses arcs-en-ciel peints et ses soleils souriants. À travers la fenêtre, il pouvait voir Noah jouer avec des cubes dans un coin, ses cheveux sombres captant la lumière de l'après-midi. Le cœur d'Ethan se serra d'un mélange d'amour et de désir désespéré. Le garçon était parfait, exactement comme il avait imaginé un héritier Caldwell. La jeune éducatrice à l'accueil leva les yeux avec un grand sourire quand Ethan entra. « Puis-je vous aider ?»« Je suis ici pour Noah Stone, » dit Ethan, essayant de garder sa voix stable malgré l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. « Je suis son oncle. Il y a eu une urgence familiale. » « Oh, mon Dieu !» Le visage de l'éducatrice s'assombrit d'inquiétude. Mais M et Madame Stone n'ont pas mentionné que quelqu'un d'autre viendrait chercher Noah. Je vais devoir les appeler pour confirmer. Il n'y a pas le temps, l'interrompit Ethan en s'approchant du bureau. C'est sa grand-mère. Elle est à l'hôpital. Madame Stone m'a demandé de récupérer Noah immédiatement. L'éducatrice hésita, clairement tiraillée entre le protocole et la compassion. Je devrais vraiment appeler. S'il vous plaît. Ethan laissa le désespoir transparaître dans sa voix.
Chaque minute compte. Derrière elle, Noah avait remarqué l'agitation et s'était approché en trottinant, ses yeux vifs et curieux. Quand il vit Ethan, il pencha la tête avec la confusion innocente d'un enfant qui reconnaît presque un étranger. « Papa » demanda Noah avec espoir. Le mot frappa Ethan comme un coup physique. Son fils cherchait Gabriel Stone, l'homme qui lui avait volé sa famille, sa vie, son avenir. « Je suis ton vrai papa » murmura Ethan, tombant à genoux devant le garçon. « Ton vrai père. » Mais Noah recula, soudainement timide, et se tourna vers l'éducatrice pour chercher du réconfort. « Monsieur, vous lui faites peur » dit fermement l'éducatrice. « Je dois vraiment passer cet appel. » Le contrôle d'Ethan céda. Des mois de rage, d'humiliation et de perte explosèrent alors qu'il se jetait en avant et prenait Noah dans ses bras. Le bambin se mit immédiatement à pleurer, se débattant contre l'emprise inconnue d'Ethan avec la terreur d'un enfant qui sait que quelque chose ne va pas du tout. « C'est mon fils » cria Ethan par-dessus les pleurs de Noah. « Mon sang. Personne ne peut m'éloigner de mon propre enfant. Monsieur, posez-le. J'appelle la sécurité. » Mais Ethan courait déjà, Noah hurlant dans ses bras alors qu'il franchissait la porte d'entrée de la garderie. D'autres parents sur le parking s'arrêtèrent et le dévisagèrent alors qu'il se précipitait vers sa BMW, un homme adulte enlevant un enfant terrifié en plein jour. « À l'aide » cria l'éducatrice depuis le seuil de la porte. « Que quelqu'un l'arrête. » Les mains d'Ethan tâtonnèrent avec le siège auto qu'il avait installé à la hâte ce matin. Les pleurs de Noah s'étaient transformés en sanglots déchirants, de ceux qui témoignent d'une véritable terreur. Pendant un instant, Ethan hésita. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Son fils était censé le reconnaître, vouloir rentrer à la maison. « C'est bon » murmura désespérément Ethan. « Papa est là. Je vais m'occuper de toi. » Mais Noah ne fit que pleurer plus fort, appelant maman et papa avec une panique croissante. Ethan réussit à attacher le siège auto et sauta derrière le volant, son cœur battant la chamade alors que des sirènes hurlaient au loin. Il avait prévu d'emmener Noah à son appartement pour avoir le temps d'expliquer, de faire comprendre à son fils. Mais maintenant, avec les voitures de police visibles dans son rétroviseur, ce plan s'effondrait. Son téléphone sonna. Le nom de Gabriel Stone s'afficha à l'écran. Les doigts tremblants, Ethan répondit. « Tu as exactement 60 secondes pour me rendre mon fils avant que je ne t'anéantisse. » La voix de Gabriel était de glace pure, plus terrifiante que n'importe quel cri. « Ce n'est pas ton fils » rétorqua Ethan, prenant un virage serré qui fit pleurer Noah plus fort. « C'est le mien. Son sang, son ADN. Son sang ne fait pas de toi son père, espèce de minable. L'amour fait un père. La protection fait un père, et tu ne lui as jamais donné ni l'un ni l'autre. Je peux apprendre. Je peux être ce dont il a besoin. En le terrorisant? En l'enlevant de la garderie? » Le rire de Gabriel était rauque. « Tu prouves exactement pourquoi tu ne mérites pas de respirer le même air que lui. » Ethan pouvait voir les VUS noirs de Stone Enterprise converger de plusieurs directions, une réponse coordonnée qui témoignait d'une précision militaire. Gabriel n'avait pas seulement appelé la police. Il avait mobilisé une armée privée. « Je veux juste une chance » dit Ethan désespérément. « Je veux juste qu'il sache qui je suis. Il sait qui est son père. Il l'appelle papa chaque matin et chaque soir. Tu n'es rien pour lui, sauf un étranger qui vient de le traumatiser. » La vérité de ces mots frappa Ethan plus durement que n'importe quel coup physique. Dans le rétroviseur, Noah s'était épuisé à pleurer et était maintenant assis en silence, des larmes coulant sur son visage alors qu'il serrait une petite peluche. Ethan n'avait même pas remarqué qu'il l'avait prise. « Monsieur, ici le NYPD. » Une voix crépita dans un haut-parleur. « Garez-vous immédiatement et libérez l'enfant. » La voiture d'Ethan était maintenant encerclée, bloquée par des voitures de police et les véhicules de Stone Enterprise. À travers son pare-brise, il pouvait voir Gabriel sortir d'une Bentley noire, son visage un masque de rage à peine contenu. À côté de lui, Sophia émergea et même à distance, Ethan pouvait voir qu'elle tremblait de fureur. « C'est fini, Ethan. » La voix de Gabriel parvint par le téléphone. « Sors de la voiture, maintenant. »« Promets-moi, » dit Ethan désespérément. « Promets-moi que je pourrai le voir. Un droit de visite. Quelque chose. Tu as renoncé à tous tes droits sur lui quand tu as jeté Sophia comme une ordure. » La voix de Gabriel aurait pu glacer l'enfer. «
Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec les conséquences. Ethan regarda Noah une dernière fois. Son fils avait cessé de pleurer mais le fixait avec de grands yeux effrayés qui entraient probablement les cauchemars d'Ethan pour toujours. Je suis désolé, murmura Ethan au garçon qui ne pouvait pas comprendre. Je suis tellement désolé. Il coupa le moteur et leva lentement les mains alors que les officiers du SWAT encerclaient sa voiture. L'arrestation fut rapide et professionnelle. Ils le traitèrent comme le dangereux criminel qu'il était devenu. Alors qu'ils l'emmenaient menotté, Ethan regarda Sophia bercer Noah contre sa poitrine, le garçon se calmant immédiatement dans les bras de sa mère. « Maman » sanglota Noah contre son épaule. « Méchant monsieur. »« Je sais, mon bébé. » La voix de Sophia était féroce d'amour protecteur. « Maman est là. Maman ne laissera plus jamais personne te faire de mal. » Les bras de Gabriel s'enroulèrent autour d'eux deux, créant un cercle de sécurité dont Ethan n'avait jamais fait partie et ne ferait jamais partie. La famille qu'il avait rejetée s'était reformée sans lui. Plus forte et plus complète que tout ce qu'il aurait pu construire. 3 heures plus tard, Ethan était assis dans une cellule de garde à vue, son costume coûteux froissé et taché, son avenir détruit au-delà de tout espoir de réparation. Les charges étaient graves, enlèvement, mise en danger d'un enfant, violation d'ordonnances restrictives dont il ignorait même l'existence. Son avocat, l'une des rares personnes encore disposées à prendre ses appels, lui asséna le coup de grâce lors de leur brève consultation. Le procureur demande les peines maximales pour tous les chefs d'accusation. Avec votre profil et l'attention médiatique que cela génère, ils veulent faire un exemple. L'expression de l'homme était sombre. Et il y a autre chose. Gabriel Stone a déposé une demande d'adoption accélérée pour motif d'abandon. Comme vous n'avez jamais figuré sur l'acte de naissance, n'avez jamais fourni de soutien, et avez maintenant une condamnation pour enlèvement, le tribunal accélère sa requête. Il ne peut pas faire ça, dit Ethan désespérément. Je suis le père biologique qui a enlevé l'enfant et l'a traumatisé. Ethan, vous n'avez aucune légitimité juridique ici. Vous n'avez jamais été sur l'acte de naissance, n'avez jamais fourni de soutien, n'avez même jamais reconnu l'existence du garçon jusqu'à aujourd'hui. Mais mes droits. Vous n'avez aucun droit. Vous y avez renoncé quand vous avez chassé sa mère. La voix de l'avocat était sans appel. L'adoption par Monsieur Stone sera approuvée d'ici une semaine. Légalement, vous n'aurez plus aucun lien avec cet enfant. Ethan fixa les murs de béton de sa cellule, comprenant enfin l'étendue de sa défaite. Sophia ne lui avait pas seulement pris son entreprise, sa réputation et son avenir. Elle l'avait effacé entièrement de la vie de son propre fils. Quelque part à travers la ville, Noah était probablement en train d'être mis au lit par les seuls parents qu'il ait jamais connus, en sécurité et aimé d'une manière qu'Ethan n'avait même jamais envisagée. Le garçon grandirait en tant que Noah Stone, héritier d'un empire technologique, protégé par une richesse et un pouvoir illimités, sans jamais savoir que son père biologique avait été le monstre qui avait essayé de l'arracher à tout ce qui était bon dans sa vie. Et Ethan Caldwell, déshonoré, seul et risquant des années de prison, comprit enfin que certaines trahisons résonnent à travers les générations, et que certaines erreurs ne peuvent jamais, jamais être pardonnées. Chapitre 10, la couronne prise. Le domaine familial des Caldwell était exactement comme Sophia s'en souvenait, une architecture gothique imposante, entourée de jardins manucurés qui murmuraient la richesse générationnelle et un pouvoir inébranlable. Mais maintenant, alors qu'elle sortait de sa Rolls-Royce sur l'allée circulaire, elle n'était plus la gouvernante désespérée qui avait été chassée dans la honte. Elle était la reine conquérante, revenant réclamer le trône qui lui revenait de droit. « Bienvenue à la maison, Madame Stone », murmura Gabriel à côté d'elle, sa main reposant protectriquement sur son ventre arrondi, où leur jumeau grandissait fort et en bonne santé. « C'est parfait », répondit Sophia, sa voix riche de satisfaction alors qu'elle contemplait la propriété qui leur appartenait désormais. 18 mois s'étaient écoulés depuis l'emprisonnement d'Ethan pour enlèvement, et la destruction complète de la famille Caldwell avait été rapide et totale. Noah, maintenant âgé de 3 ans et demi, courait à leur côté, tenant la main de son père, bavardant avec excitation sur le grand château qu'il visitait. Il ne se souvenait de rien de son père biologique. Cet étranger terrifiant qu'il avait enlevé de la garderie n'était qu'un cauchemar qui s'était estompé de son jeune esprit. Pour Noah, Gabriel Stone était simplement papa, l'homme qui lui lisait des histoires pour s'endormir et lui apprenait à construire des vaisseaux spatiaux avec des cubes. « Maman, c'est grand », s'exclama Noah en montrant le manoir avec émerveillement. « Oui, mon bébé, très grand. » Sophia le prit dans ses bras, déposant un baiser sur ses cheveux sombres.
C'est ici que maman travaillait avant que papa nous trouve et fasse de nous une vraie famille. Les portes massives s'ouvrirent à leur approche, révélant une silhouette que Sophia attendait avec un sombre plaisir depuis des mois. Madame Stone, dit doucement Margaret Caldwell, sa voix dépouillée de l'autorité impérieuse qu'elle avait autrefois. La mère d'Ethan se tenait sur le seuil, vêtue d'une simple robe noire et arborant une expression de profonde humiliation. Bienvenue. Tout est préparé comme vous l'avez demandé. La chute de la matriarche Caldwell avait été particulièrement satisfaisante à observer. Margaret, qui avait autrefois à peine reconnu l'existence de Sophia, dépendait maintenant de la pitié de son ancienne gouvernante pour survivre. Avec la mort de William Caldwell d'une crise cardiaque due au stress, Ethan emprisonné, et leurs actifs gelés par les enquêteurs fédéraux, Margaret s'était retrouvée avec rien d'autre que des factures juridiques qui s'accumulaient. Ses amis de la haute société l'avaient abandonnée dès que le scandale avait éclaté. C'est Sophia qui lui avait offert une bouée de sauvetage, un emploi de gouvernante en chef dans le manoir qu'elle avait autrefois dirigé, la seule référence professionnelle qu'elle pouvait fournir dans son état de disgrâce. « Merci, Margaret », dit gracieusement Sophia, entrant dans le hall de marbre où elle avait autrefois frotté les sols. « J'espère que les préparatifs pour le dîner de ce soir se déroulent sans accroc. »« Oui, madame. Le groupe du sénateur sera servi à 20 heures, exactement comme vous l'avez spécifié. »« Excellent. » Sophia confia Noah à Gabriel et s'avança plus profondément dans la maison, ses talons claquant sur le marbre qu'elle avait autrefois nettoyé à genoux. « Et la chambre principale ? Entièrement redécorée selon vos spécifications ? J'ai déplacé mes affaires dans les quartiers des domestiques comme demandé. » Les quartiers des domestiques, où Sophia avait vécu dans une minuscule chambre à peine plus grande qu'un placard, reconnaissante d'avoir un emploi et rêvant d'impossibilités. Maintenant, Margaret Caldwell, reine de la société, membre du conseil d'administration de fondations caritatives, arbitre du cercle social d'élite de New York, dormait dans ce même espace exigu, dépendante de la charité de Sophia pour sa survie même. Comme les puissants sont tombés, murmura Sophia en passant ses doigts sur la rampe du grand escalier qu'elle avait poli d'innombrables fois. Madame ? La voix de Margaret était soigneusement neutre. Rien, Margaret. Juste des souvenirs. Sophia se tourna avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Dites-moi, y a-t-il eu des messages de votre fils ? Le visage de Margaret devint cendré. Non, madame. Ethan est. Il n'est pas autorisé à contacter quiconque en dehors de sa liste approuvée. Bien sûr, quelle pitié pour sa situation. La voix de Sophia suintait d'une fausse sympathie. Un jeune homme si brillant avec un tel potentiel, réduit à des travaux subalternes dans un établissement fédéral. Bien que je suppose qu'il apprend de précieuses leçons sur l'humilité et les conséquences. La vérité était encore plus délicieuse que Sophia ne le laissait paraître. Ethan n'était pas seulement emprisonné. Il était brisé. Les rapports des gardiens et des détenus dépeignaient un homme qui avait perdu la raison en même temps que sa liberté. Il passait ses journées à la blanchisserie de la prison, lavant des uniformes et marmonnant sur des occasions perdues et des enfants volés. Ses co-détenus l'appelaient le papa bébé et se délectaient de le tourmenter à propos du fils qui avait grandi en appelant un autre homme père. « Madame, dit doucement Margaret, si je puis me permettre, aurez-vous besoin de mes services de façon permanente ?» La question flottait entre elles, chargée de désespoir. Margaret savait, aussi bien que quiconque, que sans la protection de Sophia, elle finirait sans abri et sans le sou. Son cercle social l'avait abandonnée dès que la fortune des Caldwell s'était évaporée, et personne dans leur monde n'employait des matrones de la société déchue comme gouvernantes. Cela dépend, dit Sophia pensivement, de votre performance, de votre attitude et de votre volonté de vous souvenir de votre place. Je comprends parfaitement. Vraiment ? Sophia s'approcha, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Parce qu'il fut un temps où vous me regardiez comme si j'étais de la boue sous vos chaussures, où vous me traitiez comme si mes pensées, mes sentiments, mon existence même n'avaient aucune importance. Vous vous en souvenez, Margaret ? Les mains de la femme plus âgée tremblèrent légèrement. J'avais tort. Je le vois maintenant. Vous aviez tort, acquiesça Sophia, et maintenant vous servez la femme que vous avez autrefois rejetée comme juste une employée. Vous nettoyez les sols sur lesquels je marche, préparez les repas que je mange, et dépendez de ma pitié pour votre survie. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait ? Le sang-froid de Margaret se fissura enfin, des larmes montant à ses yeux alors qu'elle murmurait, comme la justice. Bonne réponse. Le sourire de Sophia devint sincère.
Nous nous entendrons très bien, Margaret, tant que vous vous souviendrez que chaque confort dont vous jouissez, chaque gentillesse que vous recevez, chaque moment de sécurité que vous avez. Tout cela vient de moi, la femme que votre fils a jetée comme un déchet. Je m'en souviens, dit Margaret, la voix brisée. Je n'oublierai jamais. Assurez-vous-en. Le bruit d'une voiture dans l'allée interrompit leur conversation. À travers les fenêtres, Sophia pouvait voir un autre véhicule approcher, une vieille berline cabossée qui semblait complètement déplacée parmi les voitures de luxe habituellement vues sur le domaine. « Attendez-vous quelqu'un d'autre » demanda Gabriel, les rejoignant avec Noah toujours dans ses bras. Le sourire de Sophia devint prédateur. « En fait, oui. Je crois que c'est notre dernier invité de la soirée. » Margaret avait l'air confuse. « Madame, on ne m'avait pas parlé d'un invité supplémentaire. » « Ce n'est pas un invité pour le dîner, » l'interrompit Sophia. « C'est quelqu'un qui est venu mendier des miettes. » Le coup à la porte fut hésitant, presque apologétique. Margaret se déplaça pour répondre, mais Sophia lui fit signe de s'arrêter. « Je m'en occupe, » dit Sophia en marchant lentement vers l'entrée. « Après tout, je sais exactement de qui il s'agit. » Quand elle ouvrit la porte, Ethan Caldwell se tenait sur le seuil, fantôme brisé de ce qu'il avait été. Libéré sur parole après 18 mois pour bonne conduite et surpopulation, la prison n'avait pas été tendre avec lui. Ses cheveux autrefois parfaits étaient gris et négligés, ses vêtements coûteux remplacés par des articles de friperie mal ajustés, son assurance réduite à la posture voûtée d'un homme vaincu. « Bonjour, Ethan, » dit agréablement Sophia, comme si elle saluait une vieille connaissance plutôt que l'homme qui avait tenté de détruire sa vie. Sophia, sa voix était à peine reconnaissable. « J'ai entendu dire que tu vivais ici maintenant. » Vivre ici? Elle rit. Le son était musical et cruel. Oh, Ethan, je ne vis pas ici. Je possède cet endroit. C'est ma maison maintenant, ma propriété, mon royaume. Et vous? Elle le toisa avec un dédain évident. Vous êtes sur une propriété privée. Derrière elle, elle entendit Margaret halter de reconnaissance et d'horreur. Noah jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Gabriel, étudiant l'étranger avec des yeux curieux mais méfiants. J'espérais, continua désespérément Ethan, que je pourrais le voir. Juste une minute. Je sais que je n'ai aucun droit. Mais... Mais quoi? La voix de Sophia devint glaciale. Vous pensiez qu'après l'avoir enlevé, traumatisé, et purgé une peine dans une prison fédérale, vous méritiez une récompense? C'est mon fils. Non. La voix de Gabriel trancha l'air comme une lame alors qu'il s'avançait, Noah en sécurité dans ses bras. C'est mon fils légalement, par adoption. Et de toutes les manières qui comptent vraiment. Tu n'es que le donneur de sperme qui a essayé de lui faire du mal. Les yeux d'Ethan se fixèrent sur Noah avec une faim désespérée. Il ressemble tellement à moi. À moi, termina fermement Gabriel. Il a mon nom, ma protection, mon amour. Il m'appelle papa parce que c'est ce que je suis. Tu n'es rien pour lui, sauf une mise en garde. Noah, murmura Ethan, tendant la main vers le garçon. Noah cacha immédiatement son visage contre l'épaule de Gabriel, clairement effrayé par l'intensité de l'étranger. Non, dit fermement le bambin. Va-t'en, méchant monsieur. Les mots frappèrent Ethan comme des coups physiques. Son propre fils, sa chair et son sang, le craignaient et voulaient qu'il parte. S'il vous plaît, supplia Ethan, sa voix se brisant complètement. J'ai tout perdu. Ma famille, mon entreprise, ma liberté. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur un peu de pitié? Sophia l'étudia un long moment. Cette coquille brisée de l'homme qui avait autrefois commandé son monde. La pitié, répéta-t-elle pensivement. De la même manière que tu as montré de la pitié quand tu m'as chassé, enceinte et sans abri? De la même manière que tu as montré de la pitié quand tu as nié l'existence de notre enfant? De la même manière que tu as montré de la pitié quand tu m'as laissé pour morte dans la rue? J'avais tort, sanglota Ethan. J'ai été stupide, cruel et j'avais tort. Je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai perdu, ce que j'ai jeté. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu supplies la mauvaise personne, l'interrompit Sophia. Tu aurais dû supplier Noah de te pardonner quand tu l'as enlevé. Tu aurais dû supplier le mien quand tu en avais l'occasion. Mais ce temps est révolu. Elle s'approcha de lui, assez près pour qu'il puisse voir les diamants autour de son cou, la robe de créateur qui coûtait plus que ce qu'il avait gagné en prison,
l'éclat de la grossesse et du bonheur qui rayonnait d'elle. Regarde-moi, Ethan, ordonna-t-elle avec une douceur mortelle. Regarde-moi vraiment. Je suis tout ce que tu aurais pu posséder, brillante, belle, riche, puissante. J'aurais pu être ton impératrice, ton égale, la mère de ta dynastie. Au lieu de cela, je suis devenu toutes ces choses pour un homme qui a reconnu ma vraie valeur. Je sais, murmura Ethan, brisé. Je sais ce que j'ai détruit. Vraiment? Parce que je ne pense pas que tu comprennes l'ampleur de ta perte. La voix de Sophia était de velours, enrobant du fil de rasoir. Tu n'as pas seulement perdu une femme. Tu as perdu l'amour de ta vie. Je t'aimais avec une dévotion religieuse, avec tout ce que je possédais, et tu as anéanti ce cadeau pourquoi? L'arrogance? La lâcheté? La peur de ce que ton pathétique cercle social pourrait murmurer? J'étais un idiot. Oui, tu l'étais. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec cette connaissance pour le reste de ta misérable vie. Elle recula, sa main se posant protectriquement sur son ventre. Ces bébés que je porte, ils grandiront en connaissant leur valeur, en sachant qu'ils sont chéris, en sachant que leur père remuerait ciel et terre pour les protéger. Ils ne douteront jamais, pas une seconde, qu'ils sont aimés. Sophia, s'il te plaît. Sortez de ma propriété, dit-elle doucement, et ne revenez pas. Jamais. Si je vous revois à moins d'1 kilomètre de ma famille, je vous ferai arrêter pour violation de votre ordonnance restrictive. Je n'ai nulle part où aller, dit Ethan désespérément. Pas d'argent, pas de famille, pas d'espoir. Ce n'est pas mon problème. La voix de Sophia était sans appel. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec. Elle commença à fermer la porte, mais la voix brisée d'Ethan l'arrêta. Je t'aimais, murmura-t-il. Je t'aimais vraiment. J'étais juste trop fier et stupide pour l'admettre. Sophia s'arrêta, étudiant son visage hagard un instant. Elle vit un fantôme de l'homme qu'elle avait autrefois vénéré, l'homme dont elle avait partagé le lit et dont elle avait porté l'enfant avec tant d'espoir. Je sais, dit-elle doucement. C'est ce qui rend tout cela si parfait. Tu as perdu l'amour de ta vie parce que tu étais trop faible pour te battre pour lui, et maintenant tu vas la regarder vivre heureuse pour toujours avec quelqu'un qui a été assez fort pour la revendiquer. La porte se referma avec un claquement final et retentissant. À travers la fenêtre, Sophia regarda Ethan rester sur son perron pendant plusieurs longues minutes avant de finalement s'éloigner, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Il monta dans sa voiture cabossée et s'éloigna du domaine qui avait été son droit de naissance, maintenant banni pour toujours du royaume dont il avait hérité et qu'il avait perdu. C'est fini, demanda doucement Gabriel, la prenant dans ses bras. Sophia s'appuya contre sa poitrine, regardant la voiture d'Ethan disparaître au bout de la longue allée. Dans ses bras, Noah jouait avec son collier, complètement en sécurité dans l'amour de ses parents. Dans son ventre, 2 nouvelles vies grandissaient, fortes et en sécurité, entourées de la richesse et de la protection que leur père leur fournirait. C'est fini, confirma T.L. Ethan Caldwell n'est plus rien maintenant, moins que rien. Et nous, dit-elle en englobant leur famille, leur empire, leur vie parfaite. Nous avons tout. Alors que la nuit tombait sur le domaine des Caldwell maintenant, le domaine Stone Sophia se tenait dans la chambre principale qui avait autrefois appartenu à la famille qui l'employait. Elle l'avait entièrement redécorée, effaçant toute trace des Caldwell et la remplaçant par son propre goût élégant. Cette pièce, où elle avait autrefois changé des draps et épousseté des meubles, était maintenant son sanctuaire, sa salle du trône, son château. La femme qui avait été chassée dans la honte régnait maintenant sur le royaume, tandis que le roi qui l'avait banni vivait en exil et dans le désespoir. La vengeance était complète, la victoire absolue, et Sophia Stone, née Hart, n'avait jamais été aussi heureuse.